7e épisode de La Balado avec moi, Fred Savard, mais je ne suis pas seul. Godefroy Lorando! Salut, mon petit Fred. Comment, mon petit Fred? Pourquoi j'étais pas là la semaine passée? Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Les gens sont tous mélangés. Ben, votre sœur, en fait, qui a écrit ça sur la page Facebook. Votre sœur est mélangée. La famille est solidaire. Ben, on va saluer quand même Maxime Laprise en même temps. Bonjour, encore un médiéviste. Oui! La semaine dernière, vous receviez mon directeur de recherche. Mais je savais pas ça! Ben voilà. La semaine dernière, cet épisode, ce partenariat que j'ai développé avec l'ONF sur un documentaire extraordinaire, et c'est pour ça que vous n'étiez pas là, gars. Et voilà, c'est parce qu'on voulait que les gens aiment vraiment ça. Ben, c'est parce qu'ils voulaient que cet épisode-là sorte en même temps que la mise en ligne du documentaire. Alors, si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore été sur le onf.ca voir au-delà du papier ce documentaire, allez-y. Merci d'être là. On va faire différent. Habituellement, je commence l'épisode tout seul dans les luxueux studios de La Balado, mais là, vous êtes là. Parce que Maxime et moi, on se sent spéciaux. Oui, j'espère. Et là, je rappelle, il y a une campagne de financement qui a commencé. Godefroy, c'est dans ce contexte-là, nous, qu'on s'est rencontrés. On en a déjà parlé. Oui. Au Fonds de développement de l'Université de Montréal, à l'époque, dans les années 90. Nous appelions les diplômés pour les solliciter et les encourager à donner à l'Université de Montréal. Et on les rappelait quand ils nous raccrochaient, et ça arrivait souvent. Oui. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir des dons. Des machines pour solliciter l'intérêt et l'engagement. Voilà. Et là, la campagne a commencé. C'est une campagne. C'est-à-dire que, vous le savez, la balado se finance, entre autres, avec des dons des auditeurs et des auditrices et des partenariats avec les chaires de recherche, entre autres. Ça s'en vient aussi. J'ai très hâte de vous présenter ça. Là, les dons, les dons mensuels, chaque mois, les gens, il y en a que ça fait depuis le début. Chaque mois, ils donnent un montant, mais le montant a changé. Cette année, c'est 6 $ par mois, 72 $ par saison. Que vous suggérez. C'est un montant que je suggère. Mais les gens sont assez enthousiastes. Si je regarde ce qui rentre, là, il y a des gens qui donnent moins, puis c'est bien correct. Il y a des gens qui donnent plus, puis c'est bien correct. Mais on suggère 72 $, 6 $ par mois. Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup qui donnent encore 5 $ parce que c'était ça depuis le début. Je vous invite à aller sur votre compte PayPal pour changer ça. Parce qu'on veut que les chroniqueurs soient bien payés, entre autres. On veut que la balado soit là pour longtemps. On en parle souvent, mais les legs testamentaires aussi, c'est vraiment bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Si tu meurs, tu décides de donner 50 000, 75 000. Oui. Ça pérennise un projet. Ça. Tout est possible. Oui. Et donc, tous les donateurs recevront l'infolettre. Il y a des épisodes exclusifs qui sont toujours disponibles. Il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter quand je vais avoir du temps. Mais cette année, je veux en ajouter. J'ai déjà quelques idées. Ça, c'est pour les gens qui donneront 72 $ par année. Et ceux qui donnent 72 $ vont avoir la chance d'assister au grand spectacle. Cette grande soirée de remerciements de la balado, de la communauté, qui va avoir lieu le 20 janvier 2024 au Lion d'Or. Il faut que vous me disiez, les gens, là, les donateurs, si vous voulez être là, pour qu'on prévoie le coup. Ça va être une soirée extraordinaire. Je vous le dis tout de suite. Le Lion d'Or est réservé. Il y a déjà des invités qui sont confirmés. Le groupe Chou, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait jouer une chanson l'an dernier. Ils ont accepté d'être là. Je les ai vus déjà en spectacle. C'est quelque chose. Est-ce que c'est eux qui chantaient Indépendant Triste? Non, ça, c'est pas eux. Ça, c'est Robert Charlebois. Et je l'ai pas invité. Je me trompe. Je n'ai pas invité Robert Charlebois. Il va y avoir Chou. Coralie Laperrière va être là comme humoriste. Elle est chroniqueuse à la balado et elle a fait de la scène, beaucoup. Elle a accepté donc de présenter 1 ou 2 numéros ou 3 numéros, je ne sais pas encore. Elle va être là. Il va y avoir Calé Lorignal, jeune artiste musical dont je vous fais jouer une pièce aussi, qui est le fils d'un autre artiste qui sera là. Je ne le dis pas tout de suite parce qu'il va y avoir un dévoilement, il va y avoir des surprises. Je vais être à l'animation, entre autres. D'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, je suis dans un chalet qu'on m'a généreusement offert, cette grande communauté de la gauche québécoise, solidaire. Je dis pas c'est qui, mais on m'a offert pour une retraite d'écriture et je vais écrire 1 ou 2 ou 3 numéros. Je verrai, ça va dépendre comment ça va se passer, cette écriture. Mais vous nous écrivez une soirée de rêve, Fred, ça va être extraordinaire. Et ça, c'est la partie cabaret. Donc, ça va commencer à 19h à peu près. Les portes vont ouvrir à 18h30. Les collaborateurs vont être là. Je ne sais pas s'ils vont faire des numéros, mais j'aimerais ça. Mathieu Bellil m'a dit, moi, je joue du saxophone. Il m'a lancé ça comme ça. Je ne sais pas s'il va jouer du saxophone ce soir-là, mais vous allez être là. Il va peut-être jouer chez eux. Non, vous allez être là. Ah. Godefroy, vous avez d'autres talents aussi que faire des chroniques incroyables. Est-ce que vous avez une idée? J'ai pensé que j'aurais pu peut-être gérer un CPE pendant une dizaine de minutes devant public. En fait, c'est mon autre donc, est-ce que les donateurs et donatrices pourraient amener leurs jeunes enfants?
Ah, je pourrais peut-être ouvrir un local puis organiser ça. Ça ferait plaisir aux gens. Bon. Offrir un système de garde. Maxime Laprise, peut-être... une présentation sur le christianisme médiéval. Pourquoi pas? Non, mais je vais y penser, voir si j'ai d'autres Non, talents. vous n'êtes pas obligé, là, mais vous allez être là, ça c'est sûr. Puis vous allez venir sur le stage. Ça c'est sûr parce que les gens vous aiment et je pense que ça va servir à ça cette soirée-là. Remercier la communauté des donateurs et des donatrices. Donc il y a une partie cabaret qui va être vraiment... Puis là, il y a d'autres confirmations qui s'en viennent, je vous le dis, là, ça va être malade. Et après ça, le cabaret va se terminer vers 22h. Il y aura une grande soirée dansante comme il y en avait à la Taverna où moi j'étais DJ et DJ Modeste Blaise, qui était également à la Taverna, qui a accepté d'être là. Tu parles d'un... Et ça va se terminer jusqu'à 2h30, 3h du matin. Alors, pour venir à cette soirée, vous avez deux choix. Vous donnez 72 $, vous avez un billet automatiquement. Si vous voulez pas venir au cabaret, mais juste venir danser, ça coûtera 25 $, ce qui va permettre aussi de financer la balado et le party. Gardez ça en tête, 20 janvier. Je veux vous voir. Sinon, on pourrait peut-être déjà plonger dans l'épisode de cette semaine avec ceci. Les actualités cette semaine. Et là, je vais demander, les amis, qu'est-ce qui vous a allumé ou pas, ou qui vous a éteint? On va commencer avec Godefroy. Cette semaine dans l'actualité, là, qu'est-ce que vous avez aimé? Un article dans Le Devoir pour faire changement. Ah! Oui, le 6 novembre, la question « Électrifier le transport collectif ». À quel prix? Très Pas intéressant, le temps, oui. évidemment. Puis les questions soulevées sont un peu enrageantes. C'est toujours la même chose, finalement. Ouais. On y apprend que, bon, à Montréal, Edmonton, Toronto, Halifax, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur l'urgence d'électrifier nos transports collectifs. Oui, parce que c'est ce qu'on nous répète souvent. C'est urgent, il faut le faire. C'est urgent, il faut le faire. Et donc, ils ont des comptes à rendre et la pression vient du gouvernement provincial. C'est-à-dire qu'ici à Montréal, dans la STM, c'est vraiment la CAQ qui demande d'électrifier au plus vite tous ces beaux autobus-là. Il y aura moins d'autobus? Attendez, c'est que dans le fond, il y a 4 chercheurs de Concordia et un de Poly qui sont là pour essayer d'évaluer, mais OK, d'accord, tous ces efforts-là vont arriver à quelle réduction réelle de gaz à effet de serre? Et évidemment, Fred, comme la plupart des questions, quand on se met à creuser, c'est trop simple de simplement poser des autobus électriques, d'installer des bornes un peu partout, c'est des frais. Et au même moment, tout le monde comprend qu'à Montréal, on est en sous-financement des transports collectifs et on pourrait bien garder tous ces autobus à essence, mais simplement s'assurer qu'il y a du monde dedans et que les gens puissent avoir une alternative à l'auto solo. Et on fait exactement l'inverse. Donc, on va avoir des beaux autobus tout neufs et électriques qui vont, à la longue, se financer par eux-mêmes parce qu'on a su, en discutant ici il y a un mois, que les autobus électriques sont chers à l'achat, mais à l'utilisation, l'entretien est beaucoup plus raisonnable en termes de coûts, mais on ne règle pas le fameux problème des gaz à effet de serre. On passe à côté. Non. Et c'est cette fameuse Catherine Morancy qui commentait dans Le Devoir aussi. Catherine Morancy, qui est cette experte en mobilité urbaine. Oui, qu'on avait entendu au Festival de développement durable. Et qui est ce qu'on appellera notre grande gueule intellectuelle de la mobilité. Tout à fait. Et là, j'essaie de faire des recherches pour vous trouver un extrait, Fred, parce qu'elle était censée être à 98.5, cette Catherine Morancy. Elle nous avait dit ça. Elle commençait des chroniques à l'émission de Patrick Lagacé. Et là, en faisant une recherche avec des mots-clés faciles, je tombe sur 2 chroniques, une du mois d'octobre et l'autre date de cet été. Et là, je me dis, est-ce que c'est possible que finalement, ça n'ait pas fonctionné? Peut-être les auditeurs dans leur voiture n'étaient pas contents de se faire dire qu'il ne fallait pas qu'ils prennent leur voiture. Alors, j'ai écrit à Catherine Morancy pour savoir, êtes-vous toujours là? Et la réponse, c'est oui. Donc, peut-être qu'il y a un souci d'engin de recherche, mais elle devrait être au 98.5 à toutes les 2 semaines environ pour parler de mobilité, non pas et de motricité langagière qui m'échappe en ce moment. Mais donc, qui est là, elle, pour poser les bonnes questions, entre autres, est-ce que ça a de l'allure de financer et de mettre de la pression pour changer des autobus et de passer du gaz à électrique, alors qu'en même temps, on sous-finance? La réponse, évidemment, c'est non. Article du Devoir du 6 novembre, très intéressant. Maxime Laprise, vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a une actualité médiévale ou je sais pas? Vous savez, les chroniqueurs et chroniqueuses ont un problème en ce moment, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvertement appeler à envoyer des minorités dans des camps de concentration. Il y a des lois autour de... Est-ce que c'est le problème principal? Non, c'est pas ça le problème, c'est un constat, premièrement. Mais
Loïc Tassé a trouvé une solution au Journal de Montréal. Il est chroniqueur et chargé de cours. Oui. Loïc Tassé, c'est le spécialiste de la Chine, je crois. Oui, spécialiste de la Chine, tout à fait. Puis ça me semble pertinent de le noter, parce que peut-être que... En tout cas, il commence sa chronique qui est appelée « Combattre et stopper l'itinérance, une tâche urgente ». Ah ouais? Là, vous allez me dire... C'est urgent. Ah, ben il faut intervenir pour des programmes sociaux, pour diminuer la pauvreté, les inégalités sociales. Il est au Journal de Montréal. Ben voilà, c'est ça le problème. Il commence en constatant qu'à Londres, plus de 350 personnes dorment dans les rues et qu'enfin, la ville de Londres a commencé à prendre des actions pour se débarrasser de ses envahisseurs. OK. Mais plusieurs bonnes âmes se dressent à la défense des sans-abri. Pourtant, il est très clair que les intérêts des sans-abri provoquent des nuisances graves pour la majorité des Londoniens. Alors ça, là, c'est quelque chose comme phrase. Quand même. nuisances. Les intérêts de cette race, leur existence. Cette race de monde particulière que sont les itinérants. Et là, il évoque qu'il y a des bidonvilles qui émergent partout dans les grandes villes et qui causent des profonds des inconforts à cette pauvre population prise en otage par ces pauvres. Oui. Bon. Là, j'imagine que c'est appuyé par des chiffres. Non. Il a constaté de sa qualité de chargé de cours. Voilà. Et là, il lance dans une section qui s'appelle Solutions. Oui. Et là, voilà, les programmes sociaux arrivent. Oui. Ou une réflexion sur le système économique. Exactement. Ce que j'ai lu là, je le disais sur Twitter, je pensais que c'était de la satire. Je donnais l'exemple de Jonathan Swift. Son texte sur comment prêter les pauvres, comment les manger. Oui, exactement. Qui recommandait aux Irlandais de vendre leurs enfants ou de les manger. Puis évidemment, c'était de la satire pour parler de la façon dont l'Empire britannique traitait les Irlandais. Et là, je suis obligé de le lire parce que c'est subjugant. Oui. Nous n'avons d'autre choix que de durcir les lois sur l'itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics. Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques comme autrefois. D'autres devaient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et apprendre un métier. D'autres, enfin, devraient être retournés dans leur pays d'origine. Et là, j'ai cherché le guillemet, le petit bonhomme sourire, le clin d'œil pour dire, ben non, voyons, c'est pas ça que je propose pour vrai. Mais non, ça me semble tout à fait au premier degré. J'ai vu aucune réaction. Je veux dire, on est 4-5 sur Twitter à l'avoir relevé. Peut-être que peu de gens lisent Loïc Tassé. C'est une possibilité aussi, mais... Cela dit, c'est quand même incroyable. Moi, je vais vous dire, une chose, j'ai lu le texte en question, et c'est étonnant de Loïc Tassé qui donne pas là-dedans, habituellement. Non, effectivement. Je sais pas s'il y a une commande ou... resserre-toi un peu. Ouais, puis c'est vraiment problématique d'avoir ce seul angle d'analyse sur l'itinérance. Et là, l'idée, c'est pas de dire que l'itinérance, c'est cool ici, là, à la balado. Là, on dit pas que c'est « Ah, wow, plus d'itinérance, c'est tellement le fun ». Mais il y a quand même une réflexion à avoir autrement que comment on fait pour les supprimer de l'espace public et de prétendre, comme il fait, que dans plein de grandes villes occidentales, c'est un problème grandissant. Puis évidemment, ici, on le fait pas parce que Valérie Plante, puis on le sait, c'est quoi là, qui est induit derrière ça. C'est quoi le sous-texte? Ouais, exactement. Moi, je trouve ça d'autant plus problématique cette semaine où il y a eu tellement de chroniques pour nous dire que les pertes d'emploi chez Québécois, c'était un drame culturel, un drame civilisationnel. Évidemment, tous nos pensées, tout notre cœur est avec les 570 personnes qui ont perdu leur emploi. Non, mais attendez. Mais Marie-France Bazot a fait une chronique pour dire « Ah mon Dieu, c'est tellement grave ce qui se passe. » Évidemment, Marie-France Bazot, elle est productrice télé. Fait que je pense que déjà, elle voyait une perte de revenus possible, en tout cas une avenue de ses productions télévisuelles. Je pense pas qu'elle produit pour l'instant à TVA, mais c'est aussi ça, Québécois. C'est ce type de chronique-là. J'ai hâte qu'on mette... Mathieu Bocoté qui voit l'effondrement de la civilisation. Exact. J'ai hâte qu'on parle de Québécois pour ce que c'est-à-dire, oui, il y a la télé, il y a pas juste des mauvaises choses, mais il y a aussi un agenda idéologique extrêmement à droite, pas loin de l'extrême droite, souvent chez certains chroniqueurs. Ben là, on y est complètement. Là, on parle du retour des lois anti-pauvreté au 19e siècle à Londres. Oui, tout à fait. C'est de rendre illégale la pauvreté, puis c'est vraiment cacher ces gens-là. Aucune réflexion sociale, aucune réflexion sur pourquoi ces gens-là sont dans la rue, comme si c'était un choix de vie. C'est toujours ça qui revient à la droite. C'est un peu comme si ou bien l'itinérance, c'est une faute morale, ou c'est un choix de vie. Ouais. Attendez, j'essaie de trouver l'extrait de la chronique de Marie-France Bazot. Je l'ai ici. TVA.
produit de la culture québécoise et continuera à le faire par l'entremise de la production privée. Parce que rappelons qu'il y a ça aussi, là, c'est Pierre-Carl Péladeau qui a je ne sais pas combien de lockout derrière la cravate, et là, il va délocaliser toute la production interne pour l'envoyer à la production privée, c'est-à-dire, entre autres, peut-être Marie-France. Donc, une culture que certains méprisent, mais qui contribue à souder la société, qui procure du réconfort, qui accueille les nouveaux arrivants dans une grande famille bienveillante. Et là, le jour où j'ai lu ça, c'est le même jour où j'ai lu la chronique de Loïc Tassé. Fait que, un jour, j'aimerais ça qu'on parle de Québécois pour ce que c'est, puis encore une fois, c'est triste ce qui arrive aux gens qui ont perdu leur emploi, mais bon, on pourrait peut-être se poser des questions sur la gestion, la direction. Parce que là, on fait attention on fait pas d'amalgame, on essaie d'être précis, on parle de culture, bon, c'est ça. Imaginez un instant la même situation, mais pour un média très à gauche. Est-ce qu'on ferait toutes ces circonvolutions pour essayer de comprendre que c'est à cause des forces extérieures, des GAFAM, ou non, on dirait les gens veulent pas, c'est pour ça, voilà, le modèle ne fonctionne pas, les gens veulent pas. Peut-être qu'on pourrait se dire la même chose aussi pour cet empire québécois, qu'il y a une partie du modèle qui ne fonctionne pas, avec plein de mauvaises décisions par le passé, l'amphithéâtre à Québec, le mauvais pari de l'avenue des Nordiques. Peut-être que PKP a fait son temps à la tête de l'entreprise de son père. Et ce n'est pas ces chroniqueurs et chroniqueuses-là qui vont perdre leur job. Jamais. Ça va être les derniers avant que la maison ferme. Ça va être Martineau, Sophie qui seront ensemble, qui se tiendront la main et qui se jetteront dans le précipice pendant que la maison derrière brûlera. Ce sera les derniers. Avec Joseph Facal qui aura quelque chose à dire de dénigrant sur la gauche québécoise. Hey, merci. On va terminer donc cette semaine d'actualité. C'était les actualités cette semaine. C'était pas toutes les actualités cette semaine, mais je pense que ça fait le tour, moi. Ça fait le tour. Fascisme et environnement, ça me semble un bon résumé, moi. Et avec du recul. Ah, ça fait du bien. Avec du recul. Ça fait du bien de casser du sucre. Surtout que le sucre va évidemment augmenter, puisque tout augmente. Oui. Godefroy Larando! Salut! Je sais un peu de quoi vous allez nous parler, mais pas tant. On va parler du plan d'action proposé par le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia. Ah! Et là, je commence avec une petite... Ça, c'est un gros morceau, ça? Oui, effectivement. Mais le plan lui-même, pas tant que ça, c'est une 28 pages. Incluant des annexes, puis évidemment, c'est un document qui est fait pour être lu sur le web et c'est pas compliqué à lire du tout. OK, bon. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est dit après sur ça, puis c'est là-dessus que j'ai... Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, souvent, quand je touche des enjeux environnementaux ou scientifiques, je peux m'appuyer sur des enjeux européens, donc des sources européennes, des magazines, des podcasts dont je fais souvent auxquels je fais souvent référence, ou encore américains. Dans ce cas-ci, là, c'est tous ces podcasts-là, vous allez nous envoyer les liens qu'on va mettre dans l'infolette pour les gens qui auront donné quelque chose. C'est ce que je fais habituellement. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est local, régional, soudainement, on se retrouve autour de Midi Info, Les Faits d'abord, et McSween. C'est pas mal ça. OK. Pierre-Yves. Oui. Alors, on a fait le tour. Alors, pour résumer son point de vue à lui, c'est très cher. Ah oui, j'imagine. Bon, je continue. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est que dans le fond, c'est la première fois que je me donne la peine puis que j'ai envie de venir ici puis de parler d'un plan directeur ou d'un plan de grandes orientations d'Hydro-Québec. Et j'essayais de me dire, mais qu'est-ce qui fait que là, ça y est, c'est cette année que j'en parle? Est-ce que c'est parce que collectivement, on est un peu plus éveillé à Hydro-Québec qu'on l'était, ou est-ce que c'est juste mon histoire à moi? Mon hypothèse, là, c'est que la combinaison de J'aime Hydro, qui a quand même captivé beaucoup de monde et qui nous a tous obligés à creuser un peu la question puis à se dire, oui, j'aime Hydro, mais et j'aime Catherine Beaulieu. On a pu se dire ça en même temps. Après ça... Christine Beaulieu, pardon. On aime aussi Catherine Beaulieu. Je me trompe avec Catherine Beaulieu. On sait pas ce qu'elle fait, mais on l'aime. On aime tout le monde. On aime beaucoup de gens à la balade. Absolument, on est bienveillants. Si vous vous appelez Catherine, appelez-nous. Ceci dit, il y a aussi la présence médiatique très efficace de Sophie Brochu. Qui, elle, a brassé vraiment, avec son histoire de Dollarama. Tout le monde a compris, OK, on n'a pas tant d'électricité que ça, on ne pourra pas la vendre à n'importe qui. Et là, maintenant, les annonces de Fitzgibbon sortent et on a en tête encore le visage de Sophie Brochu qui nous inquiète toujours un peu. Et donc, tout ça fait que je suis là puis que je m'y intéresse puis je me dis, est-ce qu'on est collectivement plus intéressé ou pas? Je le sais pas, mais en tout cas, on se donne le mandat. Ça y est, on est ici. On est là pour ça, les milliers de personnes qui nous écoutent, ça y est, on est là pour en parler. Et là, pour commencer, donc, il faut se tourner vers le document lui-même, qu'évidemment que je suis allé lire. Et là, je vais pas faire le tour. Là. Je vais juste vous sortir par exemple, les grandes orientations. Ce qu'on trouve immédiatement quand on l'ouvre. Donc, nos orientations stratégiques en un coup d'œil. Donc, si c'est en un coup d'œil, Fred, c'est rapide.
première orientation, À moins qu'on ait un très gros œil. oui, c'est d'être un moteur de la décarbonation efficiente du Québec. Ah. Donc, première orientation. C'est pas la priorité, c'est l'orientation. C'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, préparer le... C'est même pas une blague. Donc, moins de charbon. Moins au de Québec. carbone. Oui. Donc, améliorer le bilan carbone. OK. On a évidemment électrifié. Oui. Je vous épargne les autres orientations, mais accroître la prospérité collective, préparer le réseau à ces nouveaux besoins-là. Rattraper l'Ontario. Et là, une des sources, c'est un sous-texte permanent, une des sources d'informations sur laquelle je me suis appuyé, c'est l'émission Midi Info du 2 novembre. Oui. Donc, il y avait comme invité Normand Mousseau, que moi, j'aime beaucoup lire, mais écouter aussi. Oui. Il est intéressant à écouter. Et lui est professeur de physique et directeur scientifique à l'Institut Trottier, encore une fois, de Polytechnique à Montréal. Et là, il répondait aux questions d'Alec Castonguay et ce dernier lui disait en ouverture, est-ce qu'on devine un peu la signature de Michael Sabia là-dedans? Ou est-ce que Sophie Brochu aurait pu arriver avec un tel plan? Et sa réponse est vraiment sans équivoque. La réponse est non. Ça, c'est pas possible. Ça n'aurait pas pu être un plan présenté par Sophie Brochu. C'est entre autres, comme il le dit, puis là, je vous ai ramené des extraits, mais pas pour ce morceau-là. Plusieurs commentateurs et analystes ont dit la même chose que lui. C'est un plan qui est en fait le vrai premier plan qui vraiment tient compte du fait qu'on a un gros problème climatique sur les bras et qu'on doit réagir maintenant. Donc, c'était pas tout à fait assez appuyé. Il y a bien des gens qui attendaient ça Ben oui. de Mme Brochu et qui ont été déçus en 2022 quand elle a sorti son plan stratégique 2022-2027. Et donc, dans ce cas-ci... Fait que là, lui, il est plus bon, là. Ben non, on repart. On a un nouveau PDG okay. et on arrive avec des nouveaux... Plan. Mais tu sais, on n'a pas les mêmes années. Ça s'appelle pas un plan stratégique, ça s'appelle un plan d'action. Donc, on peut pas dire qu'on jette celui de Mme Brochu. Bon, okay. Mais nous y voici. Et donc, on vise une décarbonation, comme tout le monde sur Terre, d'ici 2050. Ah. OK? Mais l'intérêt de ce plan-là, c'est de nous dire il y a un jalon qu'on place à 2035. Puis là, en 2035, donc dans 12 ans, ce qui n'est pas très long, dans 12 ans, votre fils sera un adolescent. Oui. Non, attends, je calcule, il va peut-être encore être au secondaire. Il va être au secondaire. Mais là, à date, on trouve qu'il va être déjà au cégep. Ah oui, bon. Il est brillant. Si tout va bien. Mais donc, Fred, d'ici 2035, le plan prévoit, puis c'est ça qui faisait sourciller Pierre-Yves McSween, c'est entre 150 et 180 milliards de dollars qui vont être engagés pour Hydro-Québec. Donc, c'est énormément d'argent. Ça dépasse, les bilans historiques d'investissement d'Hydro-Québec de leur histoire seront dépassés. Et donc, là, on parle d'entretien pour réduire la fréquence et la longueur des pannes, développement de la production d'électricité additionnelle, donc des nouvelles centrales, mais en même temps, on nous annonce pas de grands projets de type Bay James, ça va être autre chose. Amélioration des centrales qui existent déjà. Gros chantier de l'économie énergétique, ce qu'on est content de lire parce que c'est effectivement important. Et en résumé, 70% des fonds qui vont être engagés sont annoncés. C'est pas un vrai plan, c'est pas un budget qu'on voit là. Ah ouais, non, OK. 70% vont aller à la décarbonation et 25% à la croissance économique, au développement de l'industrie qui va être elle aussi électrique. Oui. Et la priorité... Des jobs payantes électriques. Maintenant qu'on a parlé d'orientation, des jobs payantes électriques, exactement. Maintenant qu'on a parlé d'orientation, on parle de priorité. Quelle est la première priorité mise de l'avant? C'est l'amélioration du service. Ça, c'est intéressant parce que... Attendez, quand on appelle chez Hydro-Québec ou du service fournir de l'électricité en limitant le nombre de pannes, en réagissant plus rapidement aux pannes et en informant les gens plus efficacement de ce qui est en train de se passer chez eux. Là, je ne vous ferai pas le détail, mais ça va jusqu'à combien on va mettre en élagage pour protéger les fils des arbres, prévenir les changements climatiques. Parce que la canopée explose à cause du réchauffement climatique. C'est possible, mais c'est surtout qu'on a sous-investi et la vérificatrice générale l'avait dénoncé. La vérificatrice générale du Québec l'avait dénoncé. C'est simplement qu'il y a des gestionnaires. Et vous savez, Fred, qu'on a une amie chez Hydro-Québec. Une personne qu'on ne veut pas genrer du tout, on ne voudrait pas faire ça. Mais cette personne nous a bien expliqué que le sous-investissement, il y a des gens chez Hydro-Québec qui sont responsables de ces décisions-là. Et c'était, entre autres, pour limiter les dépenses, pour maximiser les profits, des dividendes qui reviennent ensuite au gouvernement. Et ces dividendes permettent de donner des chèques pour baisser la charge de l'inflation à quelques jours des élections. Vous avez un beau sourire, Fred. C'est ça. Mais donc, Fred, ce qui est vrai, c'est que ces gestionnaires-là auraient pu être pénalisés, mais ce qu'on me dit, qu'ils sont toujours là. Et même, ils ont eu des promotions. Mais c'est bien le fun. Et donc, on est quand même content de voir que Sabia va laisser la place importante à l'entretien, c'est-à-dire entre 4 et 5 milliards
par année pour les 12 prochaines années. Ça fait des heureux. L'entretien, c'est pas sexy. Non, mais il faut le faire. Essayez, vous allez voir. Ouais. Moi, je dois le faire ici, dans le studio de la balado. Je dois entretenir le studio pour qu'il reste luxueux et tellement joli. Et vous devez entretenir aussi vos chroniqueurs. Oui. Et ça n'a rien de sexy, ça. Alors, pour la campagne de financement, on répète, fredsavard.com, tous les détails sont là. Rapidement, il y avait aussi, Fred, un objectif d'économie d'énergie. Et là, on parle de doubler les plans qu'on avait déjà d'économie d'énergie. Et quand je parlais à mes experts de l'intérieur, experts.te, donc... Quand on parle on nomme souvent que les Québécois sont des gaspilleurs. Oui. On ne fait pas attention à l'énergie. Puis il est temps qu'on paye notre électricité plus cher pour comprendre. Et là, on dit, on va investir, on va aller chercher 3500 mégawatts de puissance aux pointes en réparant nos édifices et tout. Oui. Et ce que j'entends, c'est beaucoup de scepticisme. En fait, c'est sans doute surestimé comme quantité d'électricité qu'on pourrait aller chercher. La raison principale, c'est un triplex comme celui où moi j'habite ou celui où vous habitez, on peut refaire les fenêtres. On peut décider de changer les calorifères électriques à radiant, qu'on appelle des grippins de maison, et pour en faire des thermopompes, qui sont beaucoup plus efficaces. Mais il n'y a personne qui va débriqueter son bloc puis aller isoler, parce que nos murs de vieilles maisons à Montréal, 1930-40, ce sont des passoires. Ils n'ont pas d'isolation. C'est du bois puis de la brique. Oui. Et 50 couches de peinture des locataires qui ont habité là, si on est chanceux. Mais donc, c'est peut-être surestimer le capital qu'on pourrait aller chercher en économie d'énergie. Et par contre, et là, c'est là que Normand Mousseau devient intéressant, il nous dit il faut quand même être intelligent et oui, on peut faire des investissements dès maintenant pour l'économie d'énergie et c'est ce qu'il nous explique dans l'extrait qui vient de Midi Info. C'est-à-dire que quand je sors le gaz naturel d'une maison, c'est une thermopompe que je dois mettre, pas des calorifères électriques. Quand je électrifie les procédés industriels ou des procédés manufacturiers, ce sont des thermopompes aussi que je dois mettre. Et là, je vais réduire ma demande, si on veut, globale, en fonction du service que je fais fournir. Le problème, et on le sent tout le plan, là, c'est sur la puissance. La grosse crainte, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait pendant les 20, les 30 heures les plus froides de l'hiver pour répondre à la demande. Et tout est construit, on parle de puissance beaucoup plus que d'énergie dans ce rapport. Et là, il y a une nuance à faire entre énergie et puissance. Et ça, c'est ouvrir ce qu'on appelle, c'est une boîte de panda. Ah oui? Ouais. Donc, il peut sortir toutes sortes de pandas de cette boîte-là et c'est dangereux. Est-ce que, Fred, c'est clair pour vous et vous autres voisins, qu'est-ce que c'est la différence entre l'énergie et la puissance quand on parle d'électricité? Allez-y, Maxime. Non, moi, j'ai un père électricien, puis... c'est pas juste. Il l'aurait su, lui. Ouais. On est fiers de lui. Moi, je pense que l'énergie, c'est la puissance avant qu'elle passe par un entonnoir. Ah, c'est drôle, ça. Et voilà. Non, mais l'énergie, c'est la base, là, c'est ce qu'on a. Ouais. Puis la puissance, après ça, c'est comment on peut canaliser cette énergie-là pour la faire passer sûrement. Là, je sais que je suis pas électricien. Moi, mon père n'était pas électricien. Mon père n'était pas là. Donc, passer cette énergie dans un plus petit conduit pour qu'elle sorte plus forte. J'espère que cet extrait va être conservé, mais vous n'êtes pas loin, dans le fond. Le principe est là, Fred. L'énergie, Fred, ça se calcule. L'énergie, ça se met en banque, ça se met dans une batterie, ça se calcule en terawattheures. Donc, quand on dit le Québec peut produire par année tant d'électricité, c'est des terawattheures. Et puis, moi-même, j'ai cherché un truc pour savoir quand est-ce qu'une unité de mesure parle de puissance ou d'accumulation. Et mon truc est peut-être stupide, vous pourrez le couper au montage. Watt-heure, c'est de l'eau, water en anglais. Et water, ça se met dans une bouteille. Et donc, ça s'accumule. Alors, plus jamais vous n'oublierez ça. Quand on parle de kilos... Terawatt-heure, c'est de l'eau en terre cuite. Exactement. C'est pareil. La puissance, elle, se calcule en watts, en kilowatts ou encore en mégawatts. Puis là, quand on parle d'économie d'électricité pendant la pointe de 3500 mégawatts, bien là, on parle de puissance. Et le petit parallèle que je pourrais faire, Fred, c'est qu'imaginez-vous là, que vous êtes assis sur vos lauriers de baladistes indépendants, vous quittez Montréal, vous vous achetez une villa de 3 étages et vous avez une réserve d'eau infinie, vous avez un lac. Donc, jamais vous ne manquerez de réserve d'eau. Et ça, c'est l'équivalent un peu de toute la production d'électricité au Québec qu'on est capable de dire, on la mesure, à la fin de l'année, on a consommé tant de térawattheures. Ben vous avez un lac plein d'eau, vous avez plein d'eau en réserve. Si vous prenez votre douche au 3e étage, pendant que votre épouse, qui aura terminé son doctorat, on la félicite, elle
prend également son bain au 2e étage Oui. et que Miville, qui a maintenant 10 ans, fait la vaisselle au 1er, vous pourriez avoir un problème de pression. Oui. Alors, vous avez beau avoir une réserve infinie d'eau, il y a une notion de Il n'y a pas pression. de puissance. Exactement. Donc, ce qui fait que l'eau va se rendre au 3e, c'est non seulement la réserve d'eau, mais la capacité de fournir Ouais. partout en même temps quand ça la demande. Ouais. Mais donc, c'est ça, la puissance. Donc, c'est ce que j'assimilerais à la pression de l'eau. C'est Ouais. une comparaison qui est boiteuse, mais c'est Ouais. ça. OK. L'énergie, c'est la réserve. La puissance, c'est ce qu'on est capable de fournir avec les moyens qu'on a. Et c'est ça qui nous manque à la pointe. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui nous dit... Mais là, maintenant- Michael Sebia, il va-tu faire quelque chose pour la puissance? ben, il fait beaucoup de choses. Il va entre autres augmenter la production d'électricité. Ouais. Donc, 10 000 mégawatts, donc pas mégawattheures. 10 000 Mégawatts. mégawatts, donc de la puissance, capacité éolienne. Vous l'avez sûrement entendu, 15 fois la superficie de Montréal en oui. termes de ce que ça va prendre comme espace, toutes ces belles éoliennes. Et là, on parle d'ici 2035. Oui. 4 000 mégawatts de capacité additionnelle en hydroélectricité. Et donc, Des barrages. des centrales. Ouais. Des centrales, oui, mais peut-être aussi améliorer certaines centrales qu'on a. Donc, on ne sent pas les immenses projets là, comme la Romaine, par exemple. Petit mot sur l'augmentation de la capacité solaire, ce qui n'avait jamais été vraiment intégré au plan. Donc, Oui. ça, c'est nouveau. Et on évoque très, très subtilement la filière nucléaire, qui Ah. pourrait également Ça, c'est étonnant. être ça. éveillée, mais sans vraiment du bout des lèvres. L'éolien en mer, là, En le fait, offshore. j'imagine qu'ils en parlent juste assez pour quand, dans 5-6 ans, ils iront de l'avant, sans avertissement, ils pourront dire, ben, on l'avait dit. Ou encore, Un c'est peu. un ballon, parce Ouais. que ce que je comprends bien, c'est que c'est bien, on a parlé cet été et que quelqu'un, quelque part, lui a dit non, c'est Ouais, pas ouais. une bonne idée, Ouais, ça ouais. réagit trop. Ouais. Et on sait que notre gouvernement est très, très sensible à l'opinion Oui. publique. On ne Oui, peut oui, pas mais- exactement le blâmer pour ça, mais c'est Non, pas un grand gouvernement de vision. Non. Il y a d'autres priorités, Fred, je vous en nomme une, collaborer avec les communautés autochtones. Ah, ben oui. Alors, tout ça va être possible seulement si on respecte les gens qui sont sur le territoire. Voici pourquoi je crois que ça va marcher. C'est parce qu'il y a des capitalistes partout. Oui. Et il y a des Oui. Autochtones capitalistes Oui, aussi. oui. Et donc, si on les embarque dans nos projets, ben, j'imagine qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Oui. Et tout ça va devenir possible. Et la dernière priorité, j'en ai sauté quelques-unes, mais je Oui. l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, on celle-là. sait que les éditeurs vont les C'est lire. comme de la poésie, Fred. Écoutez bien ça. Devenir une entreprise agile, Ah! innovante et transparente. Ah, ça, c'est le fun. Moi, dans ma tête, je vois un robot invisible. Il est innovant, parce que c'est un robot. Oui. Il est transparent, Oui, on le voit pas. on le voit pas. Et ben, il est agile, il peut faire toutes sortes de choses. Oui. Alors voilà, moi, j'adore ce point-là. Donc, là, maintenant, je passe au fait d'abord du 4 novembre, donc Oui. dans la même Mais semaine. fait d'abord, pour les gens qui n'écoutent pas, les millions de Québécois qui n'écoutent pas cette émission, Vous pensez, c'est Où- pas... où c'est que ça joue? ça joue à Radio-Canada. Radio? Oui, OK. radio, on peut l'écouter sur audio, évidemment. Oui. Moi, c'est toujours ça que je fais. Je Oui. l'écoute. Est-ce que c'est traduit en France ou au Québec? Ça, je pense pas que ce soit traduit. Ah, Donc, bon, c'est audible, c'est compréhensible. OK. Et C'est indigène. c'est une émission Francophone que... indigène. Là, je vous sens comme un peu cynique, mais moi, c'est une émission que j'écoute. Alors, Fred, il y a des experts autour de la table. Jean-Pierre Finet, qui lui est analyste. Oui. On l'entend souvent, on le lit souvent. Il est plutôt du côté écologie. Donc, lui, c'est la voix de l'écologie. C'est l'analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Et il y a ce bon vieux Jean-François Blain, que j'ai déjà ramené ici, qui est un expert analyste en énergie, indépendant. Donc, un analyste indépendant qui est là pour être un peu sceptique Ouais. face aux décisions, Ouais. surtout du gouvernement. Il était là aux contestations là, J'en avais déjà parlé, mais bref, Je vais l'enlever. on oublie ça, Fred. Oui. Donc, Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie, et Jean-François Blais, qui est plutôt la voix critique du gouvernement ici, qui est analyste indépendant du secteur de l'énergie. Et lui, ce qu'il dit, dans le fond, et M. Finet dit la même chose, Oui. c'est est-ce que vous riez de nous autres quand vous dites que vous allez mettre autant de milliards sur une douzaine d'années et n'augmenter les tarifs que de 3 par Ah année? ouais. D'où viendra l'argent? Arrêtez de nous niaiser. Finet dit c'est tout simplement impossible, alors que Blain, lui, s'amuse à décortiquer finement ce que je vous ai épargné. Mais bref, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est impossible qu'on augmente autant la production d'électricité. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque tranche de 1000 mégawatts de puissance qui est développée, on peut parler d'une hausse minimale de 3 à chaque fois, et qu'à ça s'ajoutent des frais de gestion de la pointe, des frais de transport, on pourrait atteindre 9 à chaque fois. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est maintenir les tarifs bas, c'est impossible. Ça, c'est ce que lui dit. Ouais, Donc, M. Blais. ouais. M. Finet, lui, est très déçu. Donc, je vous rappelle, ça, c'est la voix un peu écologiste. Déçu de constater qu'on ne mise pas davantage seulement sur la décarbonation. Ouais. Donc, il y a tout un volet développement économique. Lui, il dit
la décarbonation, c'est déjà un contrat que personne ne va réussir à remplir. Alors, on pourrait juste faire ça et soutenir les PME. L'activité économique va s'activer d'elle-même et on pousse beaucoup trop sur la grande industrie, ce que lui trouve un peu dommage, mais aussi il nous met en garde contre quelque chose et là, il dénonce. Déjà, de réduire les gaz à effet de serre de 90% d'ici 2035, c'est tout un défi. Si en plus, on dilapide nos blocs de puissance à gauche, à droite... En attirant des Nordvolt. Exactement. Là, c'est pas soutenable. Là. C'est juste pas faisable. C'est juste pas réalisable. Et même si, pour ça, je vous mets en garde, là, dans le document d'Hydro-Québec, si vous lisez entre les lignes, puis dans les documents de la consultation qu'a fait le ministre cet été, il est question de briser le monopole d'Hydro-Québec, là, de permettre des contrats d'achat entre des producteurs puis des consommateurs. Donc, c'est sérieux. Là, c'est 60 ans d'histoire qu'on vient remettre en question. Ouais. Ça, c'est un gros morceau. Oui. Et j'en ai pas tant entendu parler, finalement. Et quand j'en ai parlé à nos informateurs tristes de chez Hydro-Québec, il disait, en fait, de son côté... Informateur, informatrice ou informateur triste? Triste. OK. Oui. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais peut-être qu'ils sont tristes aussi à force d'entendre des choses comme ça. Parce que lui, ce qu'il disait, en fait, ce que ces gens-là, ce qu'elle disait, c'est que c'est un trop gros monstre sacré et que donc le Québec va sans doute se braquer face à une possible privatisation d'Hydro-Québec. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'annonce de grand barrage par Hydro. On peut peut-être les faire faire par le privé. Ben, on n'a pas besoin de l'écrire dans le plan. Savez-vous à qui j'ai parlé de ça? Non. J'ai appelé notre bon ami Pierre-Olivier Pinault. Oui. Je ne l'ai pas enregistré, mais je savais, lui, qu'il avait ouvert la porte dans plusieurs de nos chroniques ici à une certaine privatisation. Et il me l'a reconfirmé encore une fois. Lui, ce qu'il disait, c'est que... donc, à son avis, c'est pas le travail d'Hydro-Québec d'assumer la responsabilité de développer des nouvelles sources d'électricité. Donc, si les consommateurs sont rendus à consommer plus d'énergie, ben, que ce soit leur problème. Et s'ils veulent économiser de l'énergie ou en produire, ben, c'est aussi leur problème. C'est pas à Hydro-Québec, c'est le point de vue Pinault, c'est pas à Hydro de réfléchir à ça. On n'est plus, et son argument revient souvent, on n'est plus aussi pauvre qu'on était dans les années 30-40. Hydro-Québec existe et il est loin d'être fragile et on pourrait défaire des petits blocs, selon lui, de ce monopole-là. Et derrière tout ça, il faut s'imaginer des ménages, des individus qui vont se poser, par exemple, des panneaux solaires. Vous, dans votre villa imaginaire à 3 étages, vous pourriez décider de mettre plein de panneaux, des batteries. Et me débrancher du réseau. Exactement. Et vos voisins survivalistes, vous pourriez leur vendre de l'électricité et financer votre balado indépendant avec ça. Et Hydro-Québec n'aurait pas... Avec de la crypto-monnaie? Vous ne pourriez pas en ce moment le faire. Non. Vous n'auriez pas le droit. Par contre, ça peut être aussi une coop qui fait la même chose. Mais ça peut aussi être une entreprise privée ou encore un gros consommateur industriel. Et là, c'est que si on ouvre la porte à vous, Fred Savard, vendre votre électricité sans passer par Hydro, on ouvre aussi la porte à ce que Nordvolt se fasse je ne sais pas quelle centrale et avec l'eau du Richelieu. Fait que là, on pourrait avoir, par exemple, des villages qui sont alimentés. Et là, on retourne à avant la nationalisation de l'électricité. Alors, oui, c'est un précédent. Loïc Tassé serait peut-être content. Ouais. Mais donc, selon notre informateur triste d'Hydro, c'est trop tôt. Le Québec n'est pas prêt à ça. Selon Pierre-Olivier Pinault, il est temps qu'on en parle. Alors, à ce point-ci, où est-ce qu'on va? Ça va être extrêmement polarisant. En tout cas, cette question-là, précisément, là, sans doute plus que le nucléaire. Moi, j'avais envie de donner le mot de la fin à M. Blain. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a comme un mythe de création de la richesse. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne va pas créer de richesse avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir de l'argent public. Certaines personnes vont l'obtenir. D'ailleurs, c'est un des arguments de Pinault, ça, de dire en ce moment, les milliards qu'on investit dans Nordvolt et d'autres, c'est des choix un peu arbitraires. Qui les obtient? Qui gagne à la loterie Fitzgibbon avec les rabais Hydro-Québec qui vont venir avec? Si on laissait un peu le marché aller, là, ces gens-là, au moins, ce seraient les meilleurs qui obtiendrait l'argent. Mais là, vous savez où on s'en va avec ce débat. J'ai pas l'impression qu'il vote Québec solidaire, lui. Je vous rappelle qu'il... Fitzgibbon ou M. Pinault? Il enseigne... les deux. Sa chaire est au HEC, on peut le rappeler. Oui. Mais comme celle, d'ailleurs, de notre ami Yves-Marie Abraham, qui HEC n'est pas démon. Blain, donc, énonce un risque important dans l'extrait encore une fois, qui vient de... Les faits d'abord. Les faits d'abord. En ce moment...
je ne pense vraiment pas qu'on puisse entreprendre la transition énergétique qui est alléguée comme objectif, c'est-à-dire essentiellement décarboner notre grande industrie et le secteur des transports, sans qu'on ait un plan précis et un échéancier contraignant qui force l'abandon des énergies fossiles, ce qui implique notamment de réinternaliser systématiquement tous les coûts environnementaux, sociaux et économiques que l'usage des énergies fossiles pèle à la grandeur de la planète. Est-ce qu'on vous a perdu, Fred et Maxime? Parce que j'ai fait le test, j'ai fait entendre cet extrait-là à quelques personnes et il y a quelque chose dans son ton où on décroche à peu près à 20 secondes. Okay. Et c'est dommage parce que c'est à la fin que ça devient le plus intéressant. Ouais. Ce qui nous dit... Vous allez nous raccrocher, gars. Je vais essayer fort. Puis pour terminer avec ça, c'est que nous, Fred, on est chanceux parce qu'on a lu l'emballement du monde. Oui, et donc, on ne peut plus jamais... on ne pourra jamais décomprendre le fait que quand une nouvelle source d'énergie apparaît, elle ne remplace pas à court terme celle qu'il y avait avant, elle s'additionne. Oui, tout à fait. Et donc, ce plan-là, admettons, oublions le fait qu'on va s'endetter et que c'est peut-être un mauvais choix. Oui. Okay? Ça, je ne peux pas dire. On sait pas. Peut-être que privatiser, c'est un risque ou c'est peut-être une bonne idée aussi. Oui. Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, si ce plan-là ne s'attarde qu'au fait d'électrifier certaines usines, à ramener des nouvelles industries électriques ici, s'il n'existe pas en parallèle un mécanisme pour internaliser les coûts environnementaux des énergies fossiles, ça veut dire, je vais donner un bon exemple, d'externaliser à Rouyn-Noranda, l'arsenic est externalisé. Oui. C'est-à-dire... Dans les ongles des enfants. On prend des bidons de résidus métalliques et on les fait fondre et à la fin, on a du cuivre et on fait de l'argent avec ça. Oui. Où est l'arsenic? Il n'est plus là. Il est rendu chez les gens. Oui. Et là, ce qu'il faut faire, c'est... Non. Il faut en tenir compte parce que ces gens-là vont tomber malades. Ben oui. Il y a des coûts associés à ça. On internalise. C'est ce qu'il dit. Oui. On internalise, mais tout dans le fond. Et là, ce qu'il dit dans le fond, et c'est avec ça que je vais vous laisser, c'est qu'on peut avoir le plan parfait pour développer toute l'industrie de demain qui sera électrique et donc carboneutre. Mais si en même temps le nombre de voitures thermiques augmente, si en même temps la taille des voitures augmente, s'il y a d'autres industries qui se développent... Et le poids des voitures augmente et met une pression sur le réseau routier qu'on devra changer plus fréquemment. Oui, tout à fait. C'est un tout autre débat, par contre. Mais mais il faut en tenir compte. Il faut absolument en tenir compte. Et le problème, c'est que les énergies fossiles sont trop agréables. C'est trop le fun, Fred, de brûler du gaz. Je sais. Alors, il faut que ça devienne un peu moins... C'est pour ça que je n'investe pas, moi. Mais Fred, qu'est-ce qui vient d'arriver cette semaine? Trudeau fait des exceptions à sa loi, à sa taxe sur le carbone. Parce que ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir un plan aussi gargantuesque, pharaonesque, si en même temps, il n'y a personne qui met de la pression pour que baisse la consommation d'énergie fossile? C'est avec ça que je vous laisse, Fred, parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'on ait plein de routes, plein de belles voitures électriques, des beaux pylônes, des belles éoliennes, et là, tout à coup, on va se rendre compte que malgré tout, dans 30 ans, il fait 40 degrés l'été à Rouen et que des patinoires pour jouer au hockey sans qu'elles soient réfrigérées à Montréal, ça n'existe plus. On va se dire, comment ça se fait déjà? Il me semble qu'il y avait un plan directeur. Et là, quelqu'un dira, Godefroy Lorando nous l'avait dit. Oui. Hey, merci. God, c'était passionnant. Alors, Maxime Laprise, doctorant en histoire, j'imagine qu'avec ce plan-là, il se pourrait que le gouvernement annonce la construction d'un monument à la mémoire de Michael Sabia. Et peut-être que dans 40 ans, il y a des gens qui vont dire... Qui voudront renverser cette statue-là. Comment on réfléchit à ça en histoire? Quelle excellente question. Ben, ça me fait penser justement à une question que je me posais. La presse nous apprenait le 24 juillet dernier qu'un étudiant de l'Université Concordia avait lancé une pétition pour changer le nom de l'avenue Christophe Colomb. Ah oui. Non seulement à cause de son terrible traitement réservé aux populations autochtones. Oui. Et parce que Gérard Depardieu l'incarnait aussi dans un film. Oui. Il faut le dire. Oui, tout à fait. Les gens ne parlent pas excellente musique d'ailleurs dans ce film-là. Oui, c'est vrai. Mais aussi à cause de son héritage en Amérique du Sud. Oui.
En août 2020, la statue de John A. Macdonald était renversée notamment par des militantes autochtones qui voyaient, sans doute avec raison, la glorification d'une des figures centrales du colonialisme, disons, anglo-britannique. Orangiste, canado, en tout cas, mettez tous les adjectifs que vous voulez. Ben, dans ces deux cas, la réaction des chroniqueurs et des médias sociaux était absolument unanime. On veut effacer l'histoire. Oui, on veut nous détruire. Disaient-ils tous en chœur. Détruire notre mémoire. On veut imposer nos valeurs au passé, disait-il. Ouais. Et elle. Mais surtout elle. On instrumentalise l'histoire. Oui, exactement. Ça, c'est mal. Et chaque fois qu'on soulève la moindre critique d'un monument ou d'une toponymie, c'est le même débat qui revient. Et là, s'entame un dialogue de sourds dans lequel il sort pas grand-chose, puis on recommence la prochaine fois. Ben justement, je veux aujourd'hui m'intéresser à cette question des monuments, des noms de lieux, de la commémoration et de leur contestation. Oui. Pour commencer, je pense qu'il faut s'entendre sur des concepts. Bon, ben d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par histoire. Il y a tout d'abord l'histoire avec un grand H, un H majuscule, qu'on pourrait définir comme la totalité de ce qui s'est passé dans le passé. Hein. C'est un concept intangible, c'est plus un concept de philosophe. Hein. Mais bon, c'est tout ce qui s'est passé. Notre discussion demain matin va faire partie de l'histoire avec un grand H. Bon, il existe plusieurs façons de parler de ce passé-là. L'une de ces façons, c'est l'histoire avec un petit H, qu'on appelle aussi souvent par facilité science historique pour la distinguer. Donc on réfère là à la science humaine essentiellement qui a émergé en Europe au 18e et 19e siècle, puis qui a pour objet l'étude méthodique et critique des phénomènes sociaux. C'est une discipline universitaire. Du passé. Comme j'en ai déjà parlé sur cette balado, c'est jamais une entreprise parfaitement neutre et objective, mais au moins méthodique, transparente, puis qui se pose méthodologiquement en retrait d'une perspective critique. Donc, qui cherche au moins la vérité faute de l'atteindre. Oui. Ce qui est très louable. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est important, c'est que puisque l'histoire est passée pour toujours, hein, parce qu'à moins qu'on trouve une façon de voyager dans le temps, le passé est éternellement mort. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Cela dit, je compte sur l'intelligence artificielle pour nous permettre un retour dans le passé. Mais donc, l'expertise des historiens et des historiennes, c'est pas tant d'étudier le passé que d'étudier les traces qu'elle laisse. C'est ce qu'on appelle les sources. Oui. Hein, c'est de reconstituer et d'analyser le passé à travers ces traces. Bon, ça, c'est important. Donc là, je reviens à la question, est-ce que le monument fait de l'histoire? Qu'en est-il, par exemple, de Christophe Colomb? L'avenue Christophe Colomb, je veux dire, a été baptisée au début du 20e siècle. Donc, pour l'historien et pour l'historienne, ça nous dit rien sur Christophe Colomb, ni de sa vie, ni de son œuvre, ni des événements auxquels il a participé. Si demain matin on changeait le nom de la rue, ses archives existeraient toujours. C'est vrai. Les historiens continueraient de parler de lui. Et on pourrait toujours louer le film 1492 au Club Vidéo International. Surtout, son nom disparaîtrait pas magiquement comme dans Back to the Future, des livres d'histoire. Oui. Faut-il noter, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de statue de Staline au Québec? À part dans votre luxueux... franchement. La statue de Pol Pot me met mal à l'aise, mais en tout cas, je vous respecte. Non, mais c'est une blague, hein, évidemment. Il n'y a pas de statue comme ça. Non, il n'y a aucune statue ici. Il y a un Gémeaux. Il y a un Gémeaux. Il y a un Gémeaux avec un casque des Padres de San Diego juste à côté. Mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de statue de Staline au Québec, mais on connaît quand même son existence, on parle quand même des goulags. C'est vrai. Tout comme il n'y a pas de journée commémorative de la bataille d'Azincourt en 1415, puis les médiévistes s'en sortent quand même. Par ailleurs, ces chroniqueurs affolés, là, ils en sont bien conscients de tout ça, puis je vais donner un exemple. Le 2 septembre dernier, donc juste après s'être porté à la défense de la figure de Christophe Colomb, Joseph Facal signait un texte dans le Journal de Montréal qui s'appelait « Il faut débaptiser l'aéroport Trudeau ». Mais lui, il disait sérieusement, c'était pas un clin d'œil? Absolument pas. Ah, oui, non. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer l'histoire? Ben oui. Est-ce que Pierre-Éliott Trudeau va disparaître de nos livres d'histoire? Évidemment, non. C'est une décision politique qui répond à une autre décision politique. C'est pas une question d'histoire. Pour comprendre le problème, donc il faut se détourner un peu des sciences historiques, si je puis dire, et aller d'un autre concept qui est cher au cœur des historiens et des historiennes, qui est celui de mémoire. Donc c'est un concept complexe qui a surtout été étudié par les historiens et historiennes dans les années 80.
Notamment après l'œuvre d'un grand historien français qui s'appelle Pierre Nora, qui écrit un livre Vous en avez séminal. parlé, Oui, j'en parle Pierre Nora, souvent oui. parce que c'est un peu une figure importante de l'historiographie française et internationale dans son cas. Dans un livre en plusieurs volumes qui a été publié dans les années 80 et 90 qui s'appelle Les lieux de mémoire. Donc, c'est lui qui a un peu amené le concept d'histoire de la mémoire. Mais c'est quoi la mémoire? Quand les historiens et historiennes utilisent ce concept, c'est un peu toutes les façons dont les individus, les groupes, les sociétés, les nations se souviennent, interprètent ou commémorent le passé sans nécessairement passer par le biais scientifique, si je puis dire. C'est un peu le rapport naturel au passé, de la façon qu'on se le représente, qu'on le reproduit ou qu'on le commémore. Elle réfère aussi au fait dont le passé est réactualisé dans le présent. Donc la mémoire est active, elle construit et reconstruit constamment le passé. Et j'imagine qu'elle participe à l'identité. Et effectivement, elle a un caractère fondamentalement identitaire. C'est pour ça que chaque groupe, de la plus petite association à la nation, a des mémoires collectives ou une mémoire collective qui forment une sorte des référents communs. Puis ça, c'est tous les groupes. Hein. Par exemple, je vais donner un exemple, la communauté LGBTQ+, a ses grands moments de son histoire. Par exemple, les émeutes de Stonewall, qui est un peu présenté comme l'un des faits fondateurs de la militance LGBTQ+, en Amérique du Nord. Ben, chaque groupe a ses fait comme ça qui crée un sentiment d'appartenance, mais aussi qui dit quelque chose sur qui on est, où on veut aller. La mémoire, elle parle pas seulement en fait, elle parle peu du passé, la mémoire. Elle parle du présent et du futur. En fait, on se rappelle de ce qui nous rattache au présent. Exactement. Et ce qu'on veut voir dans le futur. Voilà. Et j'imagine qu'il y a des mémoires qui entrent en conflit dans une même collectivité. Ben, effectivement, premièrement, au sein d'un même groupe, il y a des mémoires qui entrent en conflit parce que est-ce qu'une personne issue de la diversité va avoir la même perception de la Révolution tranquille qu'un Canadien français blanc boomer? Tout à fait. Est-ce qu'une personne LGBTQ+, va avoir cette un peu vision fantasmique au Québec qu'on a des années 70-80, une époque où il y avait des descentes dans les clubs gays. Je veux dire, pour moi, c'était pas une âge d'or. Ben, pas pour moi, je fais pas partie de cette communauté-là, mais est-ce que c'était une âge d'or pour ces gens-là? Est-ce que le concept de narratif, quand on dit qu'une communauté a un narratif, ça joue là-dedans? Ben, les nations, quand les nations s'approprient la mémoire, ça devient un récit national. Donc, une histoire qu'on se raconte collectivement. Je vais donner un seul exemple. Mais ça, c'est aléatoire. Là. Pas aléatoire, mais je veux dire, ça change avec les époques, ça se transforme, ça se modifie. Oui, mais il y a quand même tous ne sont pas égaux et égales devant la mémoire. Il y a des gens avec des positions économiques, sociales, des positions dans le monde universitaire qui ont la capacité d'influer sur qu'est-ce qui sera présent dans la mémoire. On dit que les gagnants écrivent l'histoire. Dans ce cas-là, c'est plus que les puissants imposent leur mémoire ou ce qu'ils voudraient être. Mais c'est pas une théorie du complot. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ils n'ont pas les mains ensemble. On va imposer notre mémoire. C'est quelque chose qui est implicite. Mais c'est pas de la science. C'est pas de la science, c'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire. Je vais donner un seul exemple. La figure de René Lévesque, qui constitue la figure mémorielle par excellence au Québec, qui est presque une figure divinisée qui flotte sur l'eau. Pour les théologiens chrétiens, le Christ trois corps, René Lévesque en a deux, qui est son corps historique, puis son corps mémoriel, qui est cette de divinité incontestable, tant à gauche qu'à droite, les fédéralistes. Mais cela dit, attendez, c'est un bon exemple, René Lévesque, parce que moi, j'ai l'impression que sa présence mémorielle, je sais pas si on peut dire ça comme ça, elle est pas la même aujourd'hui qu'elle a déjà été. Sans doute, mais je pense qu'il reste l'une des figures les plus unanimes, si je puis dire. Il y a peu de contestation de la figure. Et quand un historien, une historienne... On va peut-être aller sur le boulevard Dorchester pour avoir une contestation. Voilà. Ben justement, c'est ça mon point. Ce que j'ai dit là, ça concerne les Canadiens français blancs, surtout d'un certain âge. Parce que je pense pas qu'il y a un attachement profond à René Lévesque chez les aides. Non. Et s'il y en a une, parce que le trait caractéristique de la mémoire, c'est qu'on n'a pas... on n'a pas à avoir assisté à l'événement pour en avoir une mémoire. C'est transmis de génération en génération par la culture. Le peuple juif a une mémoire qui va sur plusieurs milliers d'années. Donc, on n'a pas besoin d'y avoir été. Mais justement, tout ce que je viens de dire, on peut dire exactement la même chose du monument, de la toponymie.
parce qu'il entretient avec le passé pas un rapport historique, mais mémoriel. Tout à fait. Il fonctionne... En fait, l'exemple que je pourrais donner, c'est qu'il fonctionne exactement de la même façon qu'un film historique. C'est-à-dire que c'est une photo à un moment déterminé de la façon qu'on se représente le passé ou qu'on voudrait qu'il soit représenté. Ouais. Ben, comme on le disait, ces décisions-là ne sont pas neutres. Elles sont liées... elles concernent généralement des gens qui sont dans une certaine position sociale, qui ont la capacité... Notamment quand on parle d'un monument, ben, il faut la permission pour le construire, ce monument-là. Il faut de l'argent. Il faut décider qui va le faire. Il faut décider qui va le faire. Généralement, ça concerne un conseil municipal, un gouvernement qui a des intérêts et qui sont constitués d'individus socialement déterminés. Ouais, voilà. Donc, concernant l'avenue Christophe-Colomb, le conseil municipal, c'était probablement essentiellement des hommes blancs bourgeois, de bonne famille. Oui. Il y avait probablement peu d'Autochtones dans ce groupe-là. Probablement. Et puisque la mémoire est identitaire, contrairement à l'histoire qui se veut universelle, c'est-à-dire qu'un blanc peut travailler sur l'histoire autochtone, alors que la mémoire, on parle généralement de nous, de où ce qu'on considère être le nous. Parce que Christophe Colomb, c'est pas le nous. Non. Mais on a décidé que c'était le nous. Une fois qu'on désacralise un peu comme ça la commémoration, je suis pas en train de dire qu'il faut tout renverser les statues, c'est plus de réfléchir sur les statues ou les monuments de façon critique. Ben justement, on en vient à pouvoir faire leur histoire, donc ce que Pierre Nora appelle l'histoire de la mémoire. Parce que, c'est ça le paradoxe, c'est que la statue, c'est pas de l'histoire sur son sujet. C'est-à-dire une statue de Christophe Colomb ne nous dit rien sur Christophe Colomb. Par contre... Vous apprendrez, si vous n'avez pas aucune idée pour qui est Christophe Colomb, c'est pas parce qu'il y a une statue de Christophe Colomb que vous allez soudainement comprendre sa place dans l'histoire. Exactement. Encore moins si vous roulez sur la rue Christophe Colomb. Oui. Voilà. Et surtout si la ville enlève des places de stationnement sur la rue Christophe Colomb. Tout ça se tient. Cependant, il s'agit d'un sujet d'histoire sur la société qui a construit ce monument-là. Parce que, comme on l'a dit, la construction d'un monument ou la toponymie, c'est un choix social. Pourquoi on a décidé de représenter ça en particulier, plutôt qu'une autre chose? D'un point de vue purement artistique, pourquoi on le représente comme ça? Pourquoi on dit ça et pourquoi on ne dit pas ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne dit pas? À Montréal, on a une statue dédiée aux soldats qui ont participé à la Deuxième Guerre des Boers. Pendant laquelle l'Empire britannique a tué 26 000 personnes dans des camps de concentration. Ils ont essentiellement créé le concept de camp de concentration. Pas besoin de vous dire que la statue l'oublie. Ce détail-là. On apprend plus. Non, mais c'est intéressant, c'est un bon exemple. Et donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça l'affaire. Hein? On va me dire, OK, le retrait de la statue de McDonald's n'affecte en rien notre compréhension du personnage, mais on efface l'histoire de ceux qui l'ont érigé. Donc le contexte social et économique. C'est une position qui se défend, mais la préservation de cette histoire-là exige un travail de mise en contexte pour la retirer de son premier degré. Parce que... Et ça veut dire mettre une petite pancarte ça peut à côté de la statue. Plusieurs choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un objet naturel, neutre, qui apparaît comme ça, le monument. Donc, je l'ai dit, mais c'est un honneur. Ça met en scène l'histoire. Une statue de McDonald's, ça met en scène McDonald's. Ça glorifie McDonald's. C'est pas juste une mention. Et là, on rappelle aux gens, on parle de John et non pas de Ronald. Oui, c'est ça. Puis l'exemple que je pourrais donner, c'est le crucifix de l'Assemblée nationale. Personne ne voulait détruire le crucifix de l'Assemblée. Tout le monde reconnaissait que c'était une relique du Duplessis qui méritait conservation en tant qu'objet historique. Le problème, c'était sa position. Parce qu'elle exprimait un pouvoir de l'Église sur le pouvoir de l'Assemblée nationale. Particulièrement lors des débats sur la laïcité. Tout à fait. Alors, son déplacement sous verre accompagné d'une plaque, c'est exactement ça, une recontextualisation. C'est qu'on désactive le crucifix. On le retire de son premier degré initial, où là, il tient un discours sur l'Église et l'État. Et là, ça devient un objet d'histoire. Dans certains pays de l'ancien bloc soviétique, on a eu la même question avec les vieilles statues. Les vieilles statues de Staline, les vieilles statues de Lénine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui n'ont pas été détruites.
C'est Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été abattus. Il y on en s'en a qui ont rappelle, il y a été- des images. Oui, exactement. Il y en a qui ont été conservés, mais dans certains pays, on a créé des espèces de cimetières de statues. Ah, Des ouais. espèces de musées à ciel ouvert où on a déplacé ces statues-là avec des plaques expliquant pourquoi elles ont été construites, dans quel contexte, pourquoi ils ont été retirés, dans quel contexte, parce que le retrait de la statue fait partie de son histoire aussi. Ben oui. Elle dit quelque chose aussi sur la société. La sensibilité d'une société Exactement. à un certain moment. Ben Et oui. c'est d'ailleurs proposé comme solution pour les statues des confédérés aux États-Unis. Ça serait l'une des solutions proposées. Ah, ouais. Pourquoi faire avec ces statues-là? Donc, Ouais. on a un exemple de recontextualisation. Pour la même raison, je crois pas qu'il faut remettre à sa place la statue de John McDonnell, mais je m'opposerais fermement à sa destruction. Ouais. Son déboulonnement devient comme un événement d'histoire. Les dommages sur la statue ou les tags qu'il y a dessus font désormais partie de son histoire. Donc, il faut la conserver et trouver une façon de la mettre en contexte. Envoyons-la au musée de la civilisation, puis Ouais. expliquons ce qui s'est produit, Ouais. pourquoi il y a eu contestation, c'est quoi le mouvement social qui a mené à son retrait. Ouais. Donc là, on a une mise en contexte, on conserve la statue, puis sinon, il y a plein d'autres solutions. Il y a le contre-monument, c'est-à-dire mettre ouais. un autre monument qui commente le monument. Ah, ouais. Parfois, la seule modification d'une plaque peut vrai. suffire. C'est vrai. Donc, il faut pas s'affoler. Ce que je veux dire, quand il y a une contestation d'un monument, ça veut pas dire qu'on veut tout brûler. Est-ce que ça se peut que cette idée de d'ériger des statues pour des personnes, c'est un concept qui peut-être appartient au passé puis qu'on pourrait commémorer des événements au lieu de commémorer des personnes? Je suis absolument d'accord. Moi, c'est une position que je tiens depuis longtemps. Je suis un peu une iconoclaste en termes de statut de personnage. Oui. C'est un peu de la façon qu'on faisait l'histoire au 19e siècle. Tu sais, les grandes batailles, les grands personnages et surtout les grands hommes blancs. Mais c'est plus comme ça qu'on fait l'histoire. Ouais. L'histoire, c'est des structures, c'est des phénomènes sociaux. Ouais. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de statut à des grandes grèves historiques? C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de statut à les grandes contestations LGBTQ+, Oui. aux descentes dans les clubs gays que j'évoquais tantôt? Ouais. Et là, on en revient encore à ce que je disais tantôt, c'est que la décision de faire un monument est toujours située. Oui. Il y a une raison pour laquelle il y a si peu de leaders autochtones qui ont une statue à leur nom. Bon. Oui. Mais aussi parce qu'on est tous condamnés à être les salopards de demain. Oui. Inévitablement. Oui. Et je pense que ça Ça, fait... on me le répète souvent. Surtout vous, Fred, c'est ça Ouais, que je viens de dire. ça, on me le répète souvent quand je me promène la semaine à l'épicerie, entre Mais il y a autres, quelque et chose, je pense, parfois à la pharmacie. de la peur existentielle même chez la réaction des Ouais, gens. ouais. C'est pas seulement la peur de mourir, mais la peur de socialement mourir. Ouais, c'est ouais, que ouais. la peur d'être oublié, la peur que les gens dans 75 ans vont nous considérer comme des salopards. Ouais. Tu sais, genre, on entend souvent des chroniqueurs dire ben c'est ça, dans le futur on va nous juger pour avoir mangé de la viande. Ben oui, peut-être. Ça se peut. Probablement, puis il y aurait probablement raison. Ouais. La culture médiévale, je suis désolé, je suis Ouais. médiéviste, il faut que Non, je l'amène mais au moins une allez-y, fois. allez-y. Aimait beaucoup le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tout n'est que vanité et que ce temps-là va passer. Ouais. Ben, je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là sociale aussi que... Non, c'est intéressant. Moi, je trouve ça apaisant. Oui, notre monde va Il y mourir. a quelque chose d'apaisant avec cette Tout à idée-là. Tout à fait. C'est moins stressant de mourir, surtout qu'on risque de devenir la viande de quelqu'un d'autre à notre mort. Absolument. Voilà. Ben, encore une fois, les nationalistes, ils ont bien compris. En 2007, ils ont forcé... Ben, des francophones ont forcé la commission de la capitale nationale à Ottawa à retirer une plaque dédiée à Lord Durham parce qu'elle ne mentionnait pas le rapport homonyme. Ouais. Avec Il n'y raison, avait pas juste des mauvaises choses dans ce rapport-là. Ouais. Je vais pas m'étendre C'est là-dessus, juste genre ça comme ça. Prenons un grand respire. Il est, à mon avis, parfaitement légitime que des groupes qui ont été systématiquement exclus des récits nationaux, de la mémoire collective et souvent même de l'histoire universitaire, Ouais. de contester des monuments ou une toponymie qui glorifie des personnages qui, parfois, ont voulu leur extermination. Ben oui. Puis il faut peut-être prendre là-dessus un petit respire, puis au moins les écouter. T'sais, Ce genre- serait déjà un bon début. Ouais. Johnny McDonnell, là, si on connaissait bien le personnage, il y a peu de gens aujourd'hui qui auraient envie de passer une soirée à jouer au bridge avec lui. Ben, tu sais, on comprendrait une vive réaction des boomers blancs si quelqu'un proposait le retrait d'une statue de René Lévesque. À part 3 orangistes éliminés, tout le monde s'en torche de McDonald's. Ce que je veux dire, c'est qu'il Ouais. n'y a pas d'attachement global pour cette figure-là. Et je suis pas mal certain que si c'était des indépendantistes, des Robert Tremblay qui avaient renversé la statue de McDonald's, certains l'auraient présenté Ouais, comme oui. un grand acte de Tout à résistance fait. contre Mais l'envahisseur. là, c'était des jeunes woke. C'était des jeunes woke. Un peu queer, sûrement. Oui, c'est ça. Un peu Autochtones. Franglais, peut-être. Ouais, c'est ça. Arc. Fait que
C'est un peu ça que je veux que les gens retiennent, c'est prenons un grand respire. C'est quand quelqu'un veut renverser un monument, qui critique une statue... Écoutons-le. Premièrement, écoutons-le, ça veut pas dire qu'il a raison, puis qu'il faut le faire. Personne ne veut détruire l'histoire, les historiens. Et si vous voulez préserver l'histoire, arrêtez de dire que les historiennes universitaires sont toutes une cabale woke, puis financez des départements d'histoire si vous voulez de la bonne histoire. Ou financer des balados qui laissent la place à de jeunes doctorants en histoire. Absolument. Ouais, faites-savoir.com. Hey, merci beaucoup. Maxime Laprise. Godefroy, merci. Cette section à 3 se termine. L'épisode ne se termine pas ici. On va terminer, puis ça va vous plaire, Maxime Laprise, parce qu'on va parler à Sylvain Garrel qui a publié un livre que j'aurais pas nécessairement lu parce que je pensais que j'avais fait le tour un peu à la balado du FLQ. J'aimerais pas dire ça comme ça, mais c'est un livre qui s'appelle Le FLQ dans la cinématographie québécoise. Oh, intéressant ça. Et j'ai découvert un livre vraiment fascinant et un personnage, Sylvain Garrel, qui était de passage à Montréal. Je l'ai attrapé la semaine dernière pour faire l'entrevue. Vous allez voir, c'est passionnant. Et j'ignorais la place que prenait le FLQ dans le cinéma québécois. Puis il y a plein d'anecdotes et de faits méconnus dans ce livre-là, mais ça reste un livre de référence sur tout ce qui s'est dit dans les films québécois sur le FLQ avec des commentaires. Voilà. Est-ce que ça, c'est de l'histoire ou de la mémoire? Ben, c'est l'exemple parfait de mémoire. Ouais. Exactement. D'ailleurs, moi, quand j'ai une date française qui veut découvrir la culture québécoise, je lui fais écouter Octobre. Ah! Ça a tendance à créer des malaises. Ça doit faire des belles soirées, ça. Hey, merci, messieurs. On se retrouve très bientôt et là, on s'en va écouter cette entrevue avec Sylvain Garrel. Sylvain Garrel, bonjour. Bonjour. J'avoue que c'était pas prévu de vous recevoir parce que j'ai vu passer ce livre que vous nous offrez, le FLQ dans la cinématographie québécoise. J'ai reçu le livre parce que votre éditrice m'a envoyé un courriel pour me dire « me semble que ça irait bien. » Et effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout, évidemment, le répertoire en tant que tel, parce que c'est ça. C'est un livre de référence. C'est ce que j'essayais de faire. Vous avez un doctorat à la Sorbonne. J'ai préparé un doctorat. Oui, voilà. Parce que ça... C'était un doctorat au départ que je n'ai jamais soutenu. Pour une raison simple, c'est qu'en 2001, j'ai été élu à la mairie de Paris. Ah oui? Oui, et pendant 13 ans. Ah oui? Et j'avais plus du tout le temps de rédiger un doctorat. Cela dit, vous avez enseigné le cinéma québécois. Oui, tout à fait. Pendant une vingtaine d'années. Oui, à l'université de Paris Diderot. Paris 7, qui s'appelle maintenant Paris Diderot. Et vous avez fondé un festival. Voilà, alors ça, tout est parti un peu de là pour le cinéma québécois. C'est qu'en 1991, j'ai créé le premier festival de cinéma québécois hors Québec, à Blois, dans le centre de la France, qui a duré jusqu'en 1996. Oui. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à voir beaucoup de films québécois et beaucoup d'artisans du cinéma québécois. En 2001, quand je m'apprêtais à commencer à rédiger, j'avais trouvé un peu plus de 60 films à cette époque-là. Et ce qui s'est passé, c'est 3 choses qui ont arrivé, qu'on en est à plus de 200 maintenant. C'est que, d'abord, les cinéastes ont continué à tourner pendant une vingtaine d'années, donc il y a eu quelques films supplémentaires. 2, Internet s'est développé. C'est un outil que je n'avais pas il y a 20 ans et qui m'a permis de trouver plein de films que je n'aurais jamais trouvés avec mes petites mains et mes petits yeux. Et la 3e chose, c'est que j'ai été aidé par des gens formidables qui sont des grands spécialistes. Louis Fournier, que vous avez cité, qui fait la préface du livre. Félix Rose, qui a fait Les Roses et qui a de 500 heures d'archives. Alors, pas sur le FLQ, mais sur Octobre 70, et donc qui m'a beaucoup aidé aussi. Michel Martin de la Cinémathèque québécoise et mon vieil ami Michel Coulombe, que vous devez connaître, grand spécialiste du cinéma. Oui. Donc, la crise d'octobre, c'est de loin l'événement qui a le plus marqué le cinéma québécois. Mon livre n'est pas que sur la crise d'octobre, c'est vraiment sur tous les FLQ, mais un peu plus de la moitié des films portent principalement sur la crise d'octobre, mais quand même un peu moins de la moitié sur d'autres événements liés au FLQ. Mais c'est vrai que la crise d'octobre, c'est incomparable avec les autres événements historiques qui ont marqué l'histoire du Québec, parce qu'il n'y a pas de fiction sur la Nouvelle-France, pratiquement. Il n'y a rien sur la bataille des Plaines d'Abraham. C'est fou, ça. Sur les Patriotes, il y a 3-4 films. Rien sur la révolte des Métis. L'un sur la révolte des Métis, bien entendu. Rien sur l'incarcération des Italo-Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien sur Dieppe. Rien sur Dieppe. Ça a été quand même... Voilà, il y a 2 documentaires, mais pas de fiction. Voilà, donc pratiquement tous les grands événements de l'histoire du Québec
sont passés, je dirais, sous la table, n'ont pas été traités. Alors, c'est vrai pour des raisons financières, parce que, bien entendu, reconstituer pendant 2 heures la bataille des plaines d'Abraham, ça demanderait un sacré budget. D'ailleurs, Jean Baudin, on l'apprend qu'il y aurait en tout cas, on se demande jusqu'à quel point... Dans Nouvelle-France, il a voulu le faire, et puis ses producteurs lui ont dit, bon, t'es gentil, mais vu le potentiel du film, d'ailleurs, ils n'ont pas eu tort, parce que le film n'a malheureusement pas marché. Tout à fait. Donc, il n'a pas pu le faire. Et voilà, donc après, on a effectivement... Mais je pense que ce que j'explique, c'est pourquoi, ma principale démarche, c'est pourquoi les cinéastes québécois se sont intéressés au FLQ. Ouais. Et là, mes réponses sont multiples, mais les 2 principales sont qu'il y a d'abord un effet générationnel, parce que le cinéma québécois naît réellement au début des années 60, au début de la Révolution tranquille. Donc les feltistes et les cinéastes ont quasiment le même âge. Oui. Et puis, il y a des proximités idéologiques. La plupart des fondateurs du cinéma québécois sont indépendantistes. Beaucoup vont devenir socialistes au cours des années 60. Ouais. Et les feltistes, bien sûr, sont indépendantistes. Et beaucoup vont devenir socialistes dans les années 60. Ouais. Donc si, bien sûr, la plupart des cinéastes n'étaient pas d'accord avec les moyens utilisés par le FLQ, ils étaient au moins d'accord sur les objectifs. Et se posaient aussi des questions en disant pourquoi des jeunes comme nous posent des bombes pendant que nous, on fait des films. Ça, c'est une question qui revenait souvent chez les cinéastes. Et vous rappelez aussi que le FLQ a bénéficié longtemps d'une certaine bienveillance parce que, oui, il y avait... Pas longtemps, toujours. Même encore aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque terroriste de masse. Cela dit, il y a des cinéastes qui ont changé d'avis au sujet du FLQ. Oui, je le dis. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le regard a toujours été bienveillant. Alors ça, c'est quelque chose qui dépasse de loin les cinéastes. Il y a dans la société québécoise, et encore aujourd'hui, une sympathie pour le FLQ qui n'existe absolument pas pour les Brigades Rouges en Italie, pour la Fraction Armée Rouge en Allemagne ou pour Action Directe en France. Je vous donne 2 exemples. L'un que je cite dans le livre et un autre que j'ai appris depuis, parce que quand on fait un livre, il y a des gens qui vous racontent des histoires, bien sûr. Celui que je raconte dans le livre, c'est que je suis allé à Percé il y a 3-4 ans parce que j'étais membre du jury du festival Perséide. Et à ma grande surprise, il y a sur la plage de Percé des grandes photos qui racontent l'histoire de ce port de pêche, qui est devenu maintenant une grande cité balnéaire touristique. Et donc, il y a des photos de bateaux et tout. Et puis, d'un seul coup, il y a une grande photo où on voit les frères Rose et Francis Simard. Et il y a écrit ici, à la maison du pêcheur, se sont constitués la cellule Chénier qui, l'année suivante, allait enlever Pierre Laporte. Et je me suis dit, mais j'imagine pas qu'à Rome, il y ait une plaque quelque part qui dise ici, les Brigades Rouges ont préparé l'assassinat dans le Daumoro ou en France. Des choses comme ça, c'est pas impossible. Et depuis, j'ai appris, mais je donnerai pas le nom de la personne en question parce que je veux pas la gêner, mais qu'un feltiste étant décédé, sa femme qui travaillait dans un collège militaire a prévenu sa hiérarchie. Et le jour de l'enterrement, la hiérarchie militaire était présente. C'est impensable en France. Je vous assure, quand Nathalie Minigon d'Action Directe est morte, il y avait des policiers, mais ils avaient des appareils photo et ils n'étaient pas là pour rendre les honneurs, mais pour prendre en photo tous les gens qui venaient voir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui dépasse de loin la communauté cinématographique. Et effectivement, vous avez raison. Les 2 principales... Enfin, il y a 3 raisons. Je pense que d'abord, que les objectifs poursuivis par le FLQ était quand même partagé par une grande partie de la population, pas toutes, bien sûr, pas toutes. Et puis, deuxièmement, qu'il n'y a pas eu d'attentat de masse. Il y en a eu un, mais heureusement, il n'a pas fait de mort, c'est celui de la Bourse en 69, où il y a même eu 27 blessés, puis 3 graves. Ça aurait pu être bien pire que ça. Et puis, à part Mario Bachand, mais qui était un feltiste, il n'y a pas eu d'exécution planifiée, préparée. Voilà. Donc, tout ça fait que... Pierre Laporte est décédé. Pierre Laporte a été tué, ça ne fait aucun doute, par des feltistes, ça fait maintenant plus aucun doute. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a l'histoire de son évasion qui a... Il y a une zone grise. Il y a une zone grise qui est autour de son évasion, mais en tout cas, ils n'avaient pas planifié son assassinat, parce que comme le disait Francis Simard, si on avait voulu l'assassinat, on l'aurait tué le jour où on l'a vu dans la rue, on lui aurait mis une balle et il serait mort, et puis on serait parti. Donc, c'était pas un assassinat planifié. Donc voilà, ça change beaucoup de choses, puis aussi le nombre de morts. Le FLQ, c'est 10 morts, donc 4 feltistes. Je donne 2 exemples d'autres groupes terroristes, entre guillemets, nationalistes. L'ETA, c'est 800 morts. L'IRA, c'est 1800 morts. Donc, vous voyez, on est dans une autre dimension. Revenons au début du cinéma québécois des années 60.
se passe beaucoup à l'ONF. Et là, il y a des passages vraiment, vraiment passionnants dans votre livre sur l'ONF. D'ailleurs, j'avais oublié son nom. J'avais vu son nom passer. Le dirigeant de l'ONF à l'époque, Sidney Newman. Il n'a pas laissé un bon souvenir. C'est tout un personnage. Ah oui, c'est un personnage. Il est nommé par Trudeau en 1970 pour, de fait, cadenasser l'ONF. Oui, parce que depuis 10 ans... Depuis 10 ans, pratiquement tous les cinéastes sont indépendantistes, sont pour beaucoup acquis aux idées de gauche et même d'extrême gauche. Ouais. Et donc, Trudeau veut mettre fin à ça. En 69, il fait un discours très célèbre qui dit « Fini les folies ». À l'ONF, fini les folies aussi. Et Sidney Newman, donc, est un Britannique. Est unilingue, et qui arrive là, et qui d'ailleurs fait, je cite 2-3 de ses écrits, où il est très clairement là pour empêcher l'ONF de continuer à produire des films qui vont à l'encontre de l'idéologie canadienne. De l'unité canadienne. Voilà, de l'unité canadienne. Ouais. Et donc, il interdit 3 films qui sont déjà terminés et il refuse plusieurs scénarios qui lui sont proposés. Et ce cadenassage va durer jusqu'au milieu des années 70, quand André Lamy va remplacer Newman. Et là, on a un francophone. Et puis, bon, le temps a passé et là, les films vont sortir. Par contre, ceux qui n'ont jamais été faits seront jamais faits. Non, voilà. Il y a un côté clandestin même à l'ONF au début des années, peut-être autour de 64. Vous donnez l'exemple de Gilles Groux, Les Racketteurs, qui dans le fond, il va y avoir un détournement. Les cinéastes vont... Même là, on est en 58, on est même avant. C'est vrai. C'est donc les cinéastes, ont été précurseurs avant que le FLQ existe, ont commencé dès la fin des années 50 à détourner des projets, c'est-à-dire à transformer des courts-métrages documentaires de 5 minutes en films de 1 quart d'heure, à transformer des documentaires en fiction, à monter des films clandestinement dans les locaux de l'ONF. Le temps des bouffons, ça va être plus tard. Ça va être plus tard, le temps des bouffons. J'en ai appris d'autres depuis. Il y a des films qui ont été montés de nuit dans les locaux, bien sûr, parce que il y a beaucoup de matériel à l'ONF et quand vous n'avez pas d'argent, c'est tentant d'utiliser ce matériel. Voilà. Et en 64, il y a une espèce d'offensive où on leur commande 4 courts-métrages documentaires que Gilles Groux, Gilles Carle et Arthur Lamotte transforment en long métrage de fiction avec la complicité de certains producteurs francophones, ce qui bien sûr déplaît à la hiérarchie de l'ONF, ça on peut les comprendre. Il y a eu de la censure, vous en avez parlé un peu sous Sidney Newman. L'exemple le plus frappant, c'est le film de Denis Arcand, On est au coton. Bien sûr. Parce qu'il a fini par sortir. Alors, c'est très compliqué l'histoire de On est au coton parce que c'est une censure... en 2 temps. La première censure, c'est celle du patron de la Dominion Textile qui, alors Arcand avait un accord avec lui, avait dit « je vous interroge, mais je vous montrerai le film, si vous ne voulez pas, vous pourrez couper ». Le type dit « je ne veux pas ». Pourtant, c'est d'ailleurs assez étrange parce que la version qu'on voit actuellement est la version non expurgée. Ce témoignage était tout à fait... Il défendait sa position de patron, mais il apparaissait pas comme un salaud absolu. Mais bon, voilà. Et puis ensuite, l'ONF bloque le film et l'empêche de sortir pendant plusieurs années. On est en 70... Et là, Arcand, qui a toujours été quelqu'un de très malin, fait faire des copies vidéo, c'est le début de la vidéo, et le film circule clandestinement dans une version vidéo, expurgée des déclarations du patron de la Dominion Textile, mais le film circule. Et dans ce film, il y a en particulier 3 anciens felkistes qui témoignent et qui défendent leur position face à des ouvriers. Et d'ailleurs, ils se font renvoyer dans leur but par les ouvriers qui disent « vous êtes bien gentils, mais quand vous faites sauter une usine, nous on perd notre boulot ». Donc voilà, c'est là où on voit les contradictions qu'il pouvait y avoir entre ceux qui voulaient défendre la classe ouvrière et puis les vrais membres de la classe ouvrière. Vous posez une bonne question aussi. Vous posez la question si les felkistes sont eux-mêmes des cinéphiles. Oui. C'est intéressant, ça. Oui, alors certains Alors, faut savoir qu'à l'époque, moi, c'est une époque, je suis un peu plus jeune que ces gens-là, mais j'ai bien connu, il y avait dans les années 70 un lien très fort entre être cinéphile et être militant. Parce que le cinéma est très politique à cette époque-là. Alors, et c'est vrai pour les felkistes. C'est vrai en particulier pour ceux qui s'exilent à Cuba parce qu'ils ont un accès à des films que l'on ne voit pas forcément. Et c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, aussi. Puis à peu près c'est aussi Jacques Lanctot, entre autres. Jacques Lanctot, lui, était un vrai cinéphile puisqu'il raconte, ça c'est, je trouve très émouvant, que il décide de rentrer, quand il est exilé en France, après Cuba, à la fin des années 70, il voit la tête de Normand de Saintonge, de Carle, et en voyant ce film, il est bouleversé et il décide de rentrer. Il dit, même si je dois faire de la prison, l'exil, c'est fini pour moi,
c'est ma société, c'est ma culture, c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très, très Tout à fort. fait. Et oui, et puis Louise Langto aussi raconte ça. Même Carole Deveau, qui était elle, une informatrice de la police, raconte que beaucoup de feltistes allaient au cinéma. Et depuis, d'ailleurs, j'ai appris que, je savais vaguement, mais je n'ai pas écrit là-dessus, que Vallière aussi allait beaucoup au cinéma. Et d'ailleurs, dans les notices qui suivent, dans le répertoire, on voit ses avis sur Bingo qu'il défend, sur les ordres qu'il attaque. Et puis, il fait des déclarations comme quoi il adore Stanley Kubrick. Voilà. Donc, oui, ces gens-là étaient beaucoup cinéphiles. Ça Ils m'intéresse. se rencontraient au cinéma. Alors souvent. voilà. Alors, ce que je raconte, c'est que le cinéma leur servait de lieu de rencontre clandestin, comme beaucoup de groupes clandestins dans le monde. Ce n'est pas uniquement eux. Leur a servi aussi à faire des hold-up, parce que le cinéma marchant bien, ils ont attaqué certains cinémas, ils sont même des fois fait arrêter en faisant ça. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont jamais fait sauter de cinéma. Non, et voilà, ils n'étaient pas, il n'y a jamais eu d'attaque pour le détruire un cinéma. Vous rappelez aussi que les femmes ont été peu présentes dans l'univers. Et ça, Louis Fournier le dit aussi. En fait, il dénombre 20 sur 250. C'est ça, voilà. Il dit sur 250 feltistes qu'il a identifiés, il ne doit pas en manquer beaucoup, il a trouvé 20 femmes, et qui en plus avaient des rôles secondaires. Ce qu'on appelle souvent ici les petites mains. Oui, c'est ça. Des choses qu'on fait dans l'ombre qui sont essentielles, mais qu'on met pas de voilà, c'est ça. Pas... Et d'ailleurs, ce fait que le FLQ ne s'intéresse pas aux femmes, on le retrouve dans le manifeste, puisque, comme je le raconte, c'est que le manifeste ne dit pas un mot des femmes, ce qui en 11 minutes est quand même un exploit. Tout à fait. Et de ce fait-là, le Front de libération des femmes, qui pourtant est né du FLQ et contient au moins une ancienne feltiste, Hélène Bourgault, qu'on voit dans On est au coton, qui va devenir cinéaste par la suite, se désolidarisera, enfin en tout cas ne soutiendra pas le manifeste du FLQ parce que les femmes y sont absentes. Et puis la troisième conséquence, qui est plus dans mon livre, c'est que très peu de réalisatrices font des films sur les FLQ, puisque j'ai dû en retrouver une douzaine sur 200 films. Donc, par contre, il y a plus de femmes en proportion qui sont arrêtées en octobre 70. Oui, et aussi, vous rappelez qu'en 1978, il y a 400 personnes qui signent une pétition pour que soient libérés les prisonniers du FLQ, ils appellent les prisonniers politiques. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'année où vous venez au Québec pour la première fois. Oui, tout à fait. Vous rappelez donc 400 personnes, 40 là-dessus sont liées au domaine du cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui signent, beaucoup de comédiennes, et peu de comédiens. Pas de comédiens. Ça, franchement, j'ai pas d'explication. Même pas Jean Lapointe, qui a joué dans les ordres. Non, mais il y a des gens qui... Oui, alors Jean Lapointe, il devient après sénateur, sénateur libéral. Hein. Beaucoup plus tard. Mais par exemple, il y a des choses plus étonnantes. Alors, lui, il était mort en 78, mais par exemple, quelqu'un comme Hubert Aquin, qui quand même passe à la clandestinité, même si c'est pas dans le FLQ, mais c'est dans une organisation un peu fantomatique, parce que je pense qu'il n'y avait que lui dedans. Mais... ne signe pas de pétition de soutien aux feltistes dans les années 60. Par exemple, la pétition de soutien à Vallière Gagnon, le seul cinéaste québécois qui la signe, c'est Gilles Carle. Et les deux autres, c'est Jean-Luc Godard et Alain Resnais, mais ce que je dis, c'est qu'il y a peu de chances que la GRC vienne leur poser des questions, parce que c'est un peu loin puis un peu compliqué. Mais, surtout pour la GRC, qui peuvent se perdre en route. Oui, c'est ça. Il risquerait... Soit en Suisse, c'est compliqué. Aller jusqu'à Rolles et tout, ils peuvent tomber dans le lac et ça serait difficile. Bon, on parle de Gilles Carle. Chose très étonnante, c'est que vous répertoriez au début, vous faites un espèce de palmarès, les deux cinéastes qui ont le plus parlé du FLQ. De la crise d'octobre ou du FLQ? Non, du FLQ. Voilà, du FLQ. C'est bien sûr Pierre Falardeau, avec 8 films et un projet qui a... Bon, on en parlera tantôt. Et le deuxième, c'est Denis Arcand. Tout à fait. Avec 7 films. Oui, alors, et là, si je refais une réédition dans quelques années, il est déjà à 8 parce que Testament... C'est vrai. Testament, il y a un très court moment où Marie-Jeanne Tremblay et Pierre Curzi racontent leur arrestation en octobre 70. Donc, maintenant, il faut dire qu'Arcand a un gros avantage sur Pierre Falardeau, c'est que sa carrière, il est vivant, et c'est que sa carrière est extrêmement longue. Il faut rappeler que Denis Arcand fait son premier court-métrage en 1959. C'est vrai. Et son premier long en 1962. Et Denis a mieux compris que Pierre Falardeau comment financer ses films. Oui, puis il est un peu plus diplomate, disons. Oui, c'est que Pierre avait beaucoup de qualités, mais pas celui d'être diplomate. Et il a fait certains choix. Et dans votre livre, vous décrivez aussi la relation complexe entre ces deux cinéastes. Qui s'appréciaient, qui se sont défendus, mais qui, à certains moments, se sont
rentrer dedans. Enfin, surtout Pierre Falardeau qui a attaqué très fortement Denis Arcand. En 92, voilà. Avec cette campagne que Denis Arcand essaie de nous faire croire qu'il pensait que c'était une campagne touristique, mais c'est pour le 150e. Oui, c'est ça, du Canada. Et il fait des pubs. Et il fait une pub dans les Rocheuses où il fait du ski. Et donc, je pense que c'était bien payé. Mais je pense qu'effectivement, il était un peu trop loin. Ouais. Parce que c'est une chose de dire de ne plus croire à l'indépendance, ce que je dis, mais c'est une autre chose de faire la promotion du fédéralisme canadien après avoir été un indépendantiste affiché. Donc voilà, là, il y a un règlement de compte entre les deux, mais ils vont se revoir, ils ne sont pas fâchés et ils mangent ensemble encore quelques mois avant la mort de Pierre Falardeau. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que je suis aussi historien, c'était leur rapport à l'histoire. Donc, j'explique ça autour de la figure de Maurice Séguin, qui a révolutionné l'historiographie québécoise. Tous les deux étaient des disciples de Séguin, mais ce que j'explique, c'est qu'ils ne le voyaient pas pareil. En gros, Arcand voit la bouteille à moitié vide et Falardeau la bouteille à moitié pleine. Et en particulier, Arcand dit, bon, ben voilà, en fin de compte, on est un rouage dans l'histoire et puis... On peut rien faire. On peut rien faire. Alors que Falardeau pense qu'un petit groupe de gens déterminés, prêts à se sacrifier pour la cause, peuvent faire bouger les choses. Léopold Tremblay habite ce quartier de l'Est de Montréal. C'est un quartier situé près des raffineries de pétrole, proche des manufactures de ciment, loin du centre de la ville, pas très loin du fleuve Saint-Laurent, juste en bordure de la route nationale numéro 2 qui conduit à Québec. Il demeure au 2325 rue Lebrun. Il a payé sa maison 11 600 $, un avocat l'ayant assuré que la route Trans-Canada passerait un jour sur son terrain. La route passe aujourd'hui sur le terrain de l'avocat 3 000 et demi plus loin. Je me suis fait fourrer là. Mais vous faites aussi un top 3 de ceux qui n'en ont pas parlé du tout. Oui. Et ça, c'est vraiment étonnant. Mais vous le dites pourquoi? Le premier, c'est Gilles Carle. Le premier, c'est Gilles Carle, alors qui pourtant qui est un cinéaste majeur, surtout dans l'exportation du cinéma québécois en France. Mais Gilles Carle fait un cinéma commercial qui veut plaire au plus grand nombre. Et il n'aborde pas le FLQ, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des rares qui s'engage. C'est comme Et même pendant la crise d'octobre, je raconte une anecdote que Godbout raconte, que comme il rentrait avec des bottes sales le matin à l'ONF, des gens pensaient que c'était un chef du FLQ et qui revenait, alors qu'en fin de compte, il tournait des pubs pour Onyx Film. C'est comme quoi. Mais le plus étonnant, vous faisiez des pubs probablement très lucratives. Probablement, enfin, tout va plus lucratif que si. Onyx Film, c'est un distributeur? C'était une maison, il y avait Denis Héroux là-dedans et les frères Fournier. Les gros films un peu érotico, comédie. Oui, non, mais ça, ils faire ça à côté. Mais Héroux et Fournier font toute partie de tous les commerciaux politiques. Ah ouais, ok. Donc, il y en a un qui s'occupe des libéraux, l'autre qui s'occupe des créditistes, et un autre qui s'occupe du PQ. Et il y en a un à chaque étage, et ils font les trucs. Enfin, voilà. Okay. Bon, voilà. Fait que c'est la manne. C'est la manne. Voilà. C'est la manne. Le deuxième qui n'a pas abordé la crise d'octobre dans son travail, c'est Jean-Claude Lauzon. Oui, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que d'abord, il a fait très peu de films. Oui. Bon, lui, il arrive un peu plus tard. Mais quand même... Dans les années où il y a une espèce de creux, là, on commence 80, oui, tout à fait. Mais il fait travailler, enfin, il emploie comme acteur Pierre Bourgault, qui n'a jamais été feltiste et qui était son professeur, mais quand même qui est un personnage qui a énormément influencé le FLQ, puisque la quasi-totalité, en tout cas des fondateurs du FLQ, venaient des jeunesses du RIN et avaient été exaltés par les discours exaltants de Bourgault. Et vous rappelez que Lauzon, et je vous citais, je crois, Pierre Falardeau, dans un moment quand même, c'est pas évident de l'avouer pour Pierre Falardeau, j'imagine, à l'époque, mais que Jean-Claude Lauzon lui amène de la nourriture parce que lui aussi fait beaucoup d'argent, parce qu'il tourne des pubs. Bon, j'ignorais ça. Ouais. Oui, ben, moi aussi, j'étais très surpris en découvrant ça, parce que moi, ce qui m'avait alerté, c'est que j'avais vu le texte que Pierre Falardeau, qui n'était pas ami avec tout le monde. Hein, c'était pas vraiment, c'est pas le type qui faisait un discours à l'enterrement de quelqu'un. Je cite ce qu'il a dit pour le moment de Claude Ryan, qu'on ne va pas redire, mais voilà, je veux dire que voilà, il y en a qui ont eu beaucoup plus de difficultés. Et donc Falardeau vient faire un très beau discours lors de la mort de Lauzon, et j'essaie de comprendre pourquoi, et j'ai retrouvé que Lauzon, voyant que son copain, c'est pas vraiment un ami très proche, mais voilà, une filiation intellectuelle. Il voyait qu'il mettait des années et des années à faire un film, et que lui, quand même, possédait beaucoup d'argent avec les pubs.
de temps en temps, ils allaient faire les courses Ouais. et puis ravitaillaient la famille, quoi. Ouais. Ce qui est tout à l'honneur Tout à fait. de Lauzon. Tout à fait. Le dernier de ce trio, Pierre Perrault. Alors oui, ça c'est le plus étonnant parce que Oui. tout le monde le dit, je le rappelle, c'est le plus nationaliste des nationalistes oui. des cinéastes québécois. Mais Pierre Perrault, il tourne à l'île aux Coudres et ailleurs, mais je veux dire, dans des endroits où il y a surtout des vieux et peu de poseurs de bombes. Non, mais surtout, c'est vrai. Donc, je veux dire que ou en Abitibi. Ou en Abitibi. Parce que ces années-là, c'est... Voilà, mais il a peu de chances de rencontrer il n'est pas à Montréal. un Jean de Feltis. Non. Les Feltis sont à Montréal. Sauf que c'est un sujet qui aurait pu... Alors, c'est un sujet, mais sauf que ce que je montre, c'est que dans le domaine de la poésie, il s'engage et il s'engage très fortement. Tout à fait. Il fait dès la fin des années 70, début des années 71, ce que peu d'intellectuels ont fait à l'époque, il publie des poèmes où il justifie quasiment le geste de la cellule Chénier. Et il dit que ces jeunes ont fait cela pour la suite du monde. Tout à fait. En majuscule, pour la suite du monde. Fin 70, début 71, alors que l'armée canadienne était encore dans les rues, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pris la plume pour écrire ce genre de choses. Puis il faut se remettre dans le contexte, et votre livre nous le rappelle, les rafles de 1970, les poètes sont surreprésentés. On a de la misère à imaginer ça aujourd'hui, que des poètes inquiètent les autorités et puissent être arrêtés. Et c'était le cas en 70. Fini les folies. On sait que la poésie québécoise, dans les années 50-60, a joué un rôle déterminant dans l'affirmation nationale. À travers, je vais citer qu'un nom, Gaston Miron, qui est un de ceux qui est arrêté, mais il y a aussi Denise Boucher. Il y en a plein, et j'en cite une dizaine qui sont arrêtés. Alors que dans le domaine du cinéma, il y a très peu d'arrestations. Il y a eu quelques saisies de bobines. Oui, il y a des saisies de bobines, deux de films qui ont... L'un a totalement disparu, Sombreros Inutile, enfin il est peut-être encore dans les locaux d'une police quelque part. Mais, et l'autre, heureusement, Roger Cardinal pour The Storm avait mis une copie dans un coffre, donc il a pu le donner à la Cinémathèque. Et ce film est toujours visible. Roger Cardinal, ça c'est ce film où on voit, par hasard, deux feltistes en Jordanie. En Jordanie, dans un camp palestinien. Ça nous renvoie à l'actualité. Oui. Et c'est d'ailleurs très étonnant, vous avez vu, ça m'a presque plus intéressé, c'est de s'apercevoir que ce film a été financé par un riche palestinien canadien que je ne connais pas, et que un peu partout en Occident, il y a des films pro-palestiniens qui ont été faits en Suisse, en France, dont un par Godard d'ailleurs, et qui ont été financés à cette époque-là par des Palestiniens de la grande bourgeoisie palestinienne qui font des films de propagande. Sauf que c'est pas pour ça que le film est saisi, c'est parce qu'il y a pendant 2 ou 3 minutes, 2 anciens feltistes, enfin pas anciens d'ailleurs, il y a toujours des feltistes, sous un kéfé palestinien, s'entraînent, mais surtout annoncent qu'ils vont revenir au Québec et exécuter des fédéralistes. Et donc la GRC s'inquiète. Je ris là, mais... Oui. À l'époque, ça glace le sang. Non, ça glace le sang parce que, en plus, c'est probablement eux qui ont tué Bachand. Donc c'était pas juste du discours. Hein, c'était vraiment la branche radicale du FLQ. Hein, le groupe Geoffroy, ceux qui ont posé la bombe dans la bourse et tout, c'était vraiment sans doute les plus durs. Dans ces camps de Palestiniens, il y avait bien sûr des Palestiniens, mais il y avait des gens de l'armée rouge japonaise, il y avait des gens, la future fraction armée rouge allemande, enfin il y avait tous ces groupes, donc il y avait une espèce d'exaltation, on peut imaginer, de la lutte armée, etc. À l'époque qui fascinait beaucoup, et donc la GRC saisit le film, c'est-à-dire que le type n'a pas de chance, en plein octobre 70, il veut sortir son film, la GRC débarque, saisit les copies, et interroge Roger Cardinal, ainsi que le photographe, qui lui va passer 15 jours en prison quand même, pour essayer d'avoir l'identité de ces deux gars-là. Mais personne ne savait. Non. Personne connaissait leur nom. Ils étaient masqués, ils avaient un café. Ils savaient qu'ils étaient palestiniens à cause de leur accent. Il y en a même un Nadeau avait dit, il y en a un qui vient de Gaspésie, mais c'est tout ce qu'on savait sur eux. Et c'est marrant parce que dans l'interview, que j'ai vu en entier, il n'y a pas tout dans le film, mais que j'ai vu en entier, l'un des deux feltistes, Normand Roy, je crois, dit de toute façon, ce qu'on dit là, on ne pourrait pas le montrer au Canada. Et ça arrive. Et il rajoute une autre chose qui est assez amusante. Il dit, ce qui est drôle aussi, c'est que quand on se croisera à Montréal, nous on saura qui vous êtes, mais pas vous. Vous vous rappelez que vous avez fondé et dirigé le festival de Blois. La cause felkiste intéresse à peu près pas personne en France.
Non, c'est peu connu. Alors, je le raconte, ça a intéressé pendant la crise. Il y a, je crois, 70 journalistes qui sont envoyés spéciaux, ce qui est tout à fait considérable. Oui. Mais une fois que la crise est terminée... Et le cinéma sur le FLQ, sur la crise d'octobre, intéresse peu de gens. Vous donnez l'exemple de Octobre de Falardeau, qui a eu 13 entrées. Au festival, il fait 500 entrées. Oui. Mais un distributeur le sort, puisque le film est primé, et là, il sort 2 copies à Paris, puis il m'appelle, non, je sais pas où le sortir, je dis, écoute, sors-le à Blois, moi j'ai des contacts, je connais bien le critique du journal local et tout, on fait puis moi j'envoie 2000 courriers, et on fait 13 entrées en 15 séances, je crois, ce qui montre que le peu d'intérêt. Ouais. Et vous donnez l'exemple dans ce passage-là, c'est une anecdote à part du FLQ, là, mais peut-être la raconter, cette anecdote-là, parce que on a l'impression que les choses ont changé, puis pas tant que ça, oui, alors à certains points. Alors ça, c'est quand je parle de Bernard Raymond. Alors Bernard Raymond est un autre cinéaste qui n'a pas parlé du FLQ, mais on le sait très bien, c'est quelqu'un qui a une démarche très individuelle, très personnelle, mais c'était un grand ami de Pierre Falardeau, et il a travaillé sur plusieurs de ses films qui veut parler du FLQ, et c'est aussi, lui, quelqu'un qui a même une position assez radicale sur le nationalisme québécois. Et je rappelle qu'à l'époque, j'étais membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique. Donc, bien sûr, j'essayais de pousser des films québécois. Et on a présenté 2 films de Bernard Raymond, dont La femme qui boit. Bernard Raymond avait été très choqué que la première année où il vient présenter son premier long métrage, puisque la Semaine de la Critique présente que des premiers et deuxièmes longs métrages, quelqu'un lui a déjà sorti, oui, c'est sympa votre film, mais... moi, l'accent québécois, ça m'a fait rire. Effectivement, on peut tout dire des films de Bernard Raymond, sauf que ça soit des comédies. C'est vraiment pas, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc, il avait été très choqué par ça. Il a fait un très beau texte que je reproduis, où il fustige ce côté méprisant que peuvent avoir certains Français par rapport à l'accent québécois. Et il dit à la fin, écoutez, regardez ça comme si c'était un film tchécoslovaque, lisez les sous-titres et m'emmerdez plus avec l'accent. Parce qu'il y a des sous-titres anglais, de toute façon, parce qu'à Cannes, bien sûr, il y a des sous-titres. Alors, lisez les sous-titres anglais, et puis faites comme si ça parlait javanais, et puis essayez pas de comprendre ce que disent les gens. Jean-Paul Sartre, c'est étonnant, ça aussi, sa théorie de la loi des mesures de gage. J'ignorais ça. Alors Jean-Paul Sartre, à cette époque-là, tout ce qui bouge était rouge. Donc il montait au créneau sur toutes les batailles. Donc ça bouge au Québec, il monte là-dessus. Je pense très très bien connaître la situation Québec-Canada. Je pense pas du tout un spécialiste de cette région du monde. Mais il dit une chose assez juste. Il dit, écoutez, on fait prisonnier des gens, donc c'est des prisonniers de guerre. Donc vous êtes en guerre avec le Canada, c'est que vous êtes un autre pays. Voilà. Une logique assez imparable, qu'effectivement peu de gens ont fait au Québec et que lui fait. Le Canada vous considère comme un pays étranger. Oui, parce que... donc indépendant. Donc indépendant. Et ce qui est intéressant avec Sartre, c'est qu'il a été enregistré. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir ça, mais dans les films inachevés, non. Alors ça, il faudrait que vous lisiez ça, parce que il y a un responsable du mouvement de défense des prisonniers politiques du Québec qui débarque à Paris avec 2 étudiants de l'Association générale des étudiants du Québec en France qui vont interviewer Jean-Paul Sartre, qui lui font signer une pétition de soutien. Et Jean-Paul Sartre redit en gros ce qu'il y a et surtout fait une analyse qui était celle de l'époque, c'est qu'en gros, les mouvements nationalistes et les mouvements socialistes doivent s'allier pour renverser le capitalisme. C'était la grande théorie. Et ce film, il n'existe que la bande-son parce que le type qui arrivait de Montréal n'a pas amené l'adaptateur qui permettait de brancher la caméra. Non. Mais on a l'enregistrement sonore. C'est drôle, vous le rappelez, vous me dites si j'ai vu, si je t'allais lire sur les... il y a effectivement les films qui ont été faits, mais les projets... Alors j'ai 4 catégories. Alors j'ai bien sûr la plus grosse, c'est les 207 films terminés, qui sont des films montés, terminés. J'ai une petite vingtaine de ce que j'appelle les films inachevés, parce que certains ont été achevés par la police, comme on l'a vu tout à l'heure, ou autodétruits par leurs auteurs pour ne pas avoir des problèmes avec la police. Puis d'autres ne sont pas faits tout simplement faute d'argent ou parce que les gens sont lancés sur d'autres choses et ont laissé ça en plan. Et puis, 3e catégorie, j'ai des projets de films, alors là, qui sont des choses qui n'ont pas du tout été tournées. Alors ça, c'est pas exhaustif parce que des projets de films, on peut écrire... on peut en faire un juste en sortant, on va faire un film sur machin du FLQ, puis ça devient un projet. Mais ceux que j'ai trouvés un petit peu intéressants. Et puis, j'ai rajouté ce que j'appelle des bonus, alors qui ne sont pas des films, qui sont soit des émissions de radio, soit
des reportages, des podcasts, des balados, comme vous dites en bon français, des émissions d'humour, de la télévision, en particulier le Bye Bye de 1970, qui est un truc incroyable. Un des plus grands numéros. Oui, mais surtout, alors, il y a la qualité de l'acteur, enfin des acteurs, mais il y a surtout ce que ça dit, c'est qu'on est le 31 décembre 1970. La crise, ils ne le savent même pas qu'elle est finie. Elle est finie depuis 3 jours, puisque les 3 derniers membres de la cellule Chénier sont arrêtés le 28. Et là, on fait de l'humour noir sur cette histoire et on dit quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire quand un francophone dit à un anglophone de Westmount qui lui dit « Vous venez d'où ?» Il dit « De là où il n'y a pas de lumière », en pointant Saint-Henri. Et puis il dit « Je me suis engagé parce qu'on m'a dit que j'allais voyager. » Et à la fin, quand l'anglophone veut rentrer chez lui, qui tombe, il dit « Mais j'espère que je suis encore chez moi. » Non, mais ce sketch est incroyable. Donc je le publie parce que ça sort de mon corpus, mais parce que ça dit tellement de choses et parce que c'est la première fiction sur Octobre. C'est vrai. C'est la première fois que les gens... Moi qui est un grand fan des Bye Bye, je les ai tous archivés. J'avais pas pris conscience qu'effectivement, c'est la première œuvre de fiction. C'est difficile de faire 3 jours. Non, tout à fait. 3 jours pour faire une œuvre de fiction. Mais c'est en direct, hein? Oui, c'est en direct. Oui, mais c'est quand même, mais quand même. C'est quand même très intéressant. Vraiment. Et puis à la fin de l'émission, ils disent ciao, bye bye, goodbye, surtout ne reviens pas 70. Quoi. Enfin, il y a vraiment, on souligne ça. C'est une catharsis. Sylvain Garrel, merci d'être venu à la balado nous parler de votre livre, le FLQ dans la cinématographie québécoise. C'est vraiment une œuvre de référence à avoir pour n'importe qui s'intéresse au cinéma québécois et au FLQ, mais en premier au cinéma québécois. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Au revoir. Et que c'est donc beau la nuit de la Jordan. Il y a tellement de fun partout. Hein? Oui, vous avez raison. Il y a de fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, I've never been there, but I heard. Saint-Henri, yeah, where is it? Juste en bas, là. En bas, là, regardez, direct en bas. Là. Oh, yes, right down there. Ouais, où il n'y a pas de lumière, là. C'est point noir, là. Juste à Saint-Henri. Tu viens de Saint-Henry? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. Je vais rentrer dans l'armée pour voyager. What's that? Fire. Non. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi. J'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense que je vais retourner en dedans. OK, go ahead. No, wait 1 minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi. Et voilà, on termine avec un extrait du Bye Bye 70. Vous savez, le mois de décembre s'en vient. Moi, le mois de décembre, j'ai pas de calendrier de l'Avent en tant que tel, là, comme souvent des gens ont depuis des années. Puis ils ouvrent des petites portes puis ils mangent du chocolat. Moi, mon calendrier de l'Avent, c'est que je regarde des vieux Bye Bye. Alors, de remettre cet extrait du Bye Bye 70, ça m'a redonné le goût d'avoir très hâte de visionner ces vieux Bye Bye en cuisinant. Des plats... du temps des fêtes. Merci à tous ceux qui étaient aujourd'hui avec nous, c'est-à-dire Godefroy Laurando, Maxime Laprise. C'était le fun de faire ça à 3. C'est pas toujours évident à cause des horaires, des disponibilités, mais c'est toujours le fun d'être plusieurs à discuter. Alors, puis Maxime puis God, je pense qu'ils avaient jamais été en même temps sur le même épisode. Merci à Sylvain Garrel également. Belle surprise, ce livre. J'étais sûr qu'il allait me passer sous le nez. Et le bonhomme très sympathique également. J'ai réussi à l'attraper avant qu'il retourne à Paris. Donc, on lit bien sûr son livre, le FLQ dans la cinématographie québécoise. C'est une bonne brique quand même, mais vraiment, vraiment extrêmement instructif.
Et sur, oui, le FLQ dans le cinéma québécois, mais sur le cinéma québécois, sur sa naissance moderne, les années 60 avec l'ONF, les années 70, les années 80-90. On n'a pas plongé dans tous les éléments qui se trouvaient dans la première partie du livre. Et il y a la partie vraiment objet de référence qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressante. C'est publié chez Somme Toute et bien sûr disponible dans toutes les librairies indépendantes. Merci à Cynthia Beaulieu qui s'occupe des réseaux sociaux. J'étais allé chercher de l'aide pour me délester. Et j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que j'ai envie de faire, qui comprend la balado et qui fait déjà un excellent travail. Donc, on va tenter d'assurer une meilleure présence sur les réseaux sociaux de ce projet-là pour qu'il soit encore plus écouté. Et d'ailleurs, je fais appel à vous, chers auditeurs et auditrices, de propager la bonne nouvelle dans votre entourage, de partager les épisodes, les publications Facebook, par exemple. La balado a un compte Instagram. On va mettre des choses là-dessus aussi. De propager la bonne nouvelle, d'inciter les gens à écouter pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Ça va très bien, ça se maintient. Mais on est à la 6e saison et là, j'aimerais ça qu'on poursuive tranquillement, pas vite, c'est un marathon, mais qu'on poursuive cette accumulation d'auditeurs et d'auditrices qui viennent bonifier cette communauté qui me fait tellement de bien à plein de niveaux. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous remercier avec cette grande soirée du 20 janvier 2024. Je suis en train de terminer la création d'un événement sur la plateforme Eventbrite. Donc, je pourrai, dans quelques jours, vous envoyer via l'infolettre, et là, ce sera à tous les donateurs de 72$ et plus, la façon de réserver votre place, de seulement m'indiquer que vous allez être là. J'aimerais vraiment ça qu'on remplisse le Lion d'Or. C'est à peu près 200 places assises en formule cabaret, ce qui sera le cas pour la première partie de la soirée. Il y aura des tables. S'il y en a qui veulent venir manger avant au petit extra, qui est mitoyen au Lion d'Or, ça serait une excellente idée. Il faudrait réserver. Ça, je ne l'offre pas, là. Wow! Mais ça pourrait être cool. Puis, j'ai envie vraiment de vous voir. Donc, tous ceux qui auront donné 72$, vous avez un billet automatiquement si vous voulez venir. Si vous voulez venir accompagner, il faut demander à votre escorte, à votre cavalier, cavalière. Escorte dans le sens, évidemment, noble du terme, bien que je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si vous voulez être accompagné, c'est 72$. Hey, ça ferait tellement un beau cadeau de Noël. Ben oui. Vous avez déjà fait votre don et vous voulez amener quelqu'un, vous lui offrez une donation annuelle à la balado de Fred Savard et vous aurez une soirée vraiment extraordinaire. Je vous ai parlé de choux. Il y a des petits trucs encore à confirmer, mais il va y avoir aussi d'autres invités qui sont déjà confirmés, mais je ne veux pas les annoncer tout de suite. Je veux préciser la nature de la participation, mais il y aura des grandes retrouvailles, je pense, humoristiques avec moi et des gens. Et il y a d'autres affaires qui vont se brasser. Ça va être vraiment le fun et ça va être vraiment pour se parler, se rencontrer, avoir du fun ensemble, danser ensemble. Alors voilà, 20 janvier 2024, Lion d'Or à Montréal. Venez, soyez là. J'ai envie de vous dire merci. J'ai bien hâte. Mais pour la campagne de financement, c'est ça. C'est sur lefredsavard.com. Vous allez avoir les 2 onglets habituels. Je le dis pour les gens qui se sont ajoutés, les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices. Je le vois dans les dons. Il y a des nouvelles personnes qui ont jamais donné et qui donnent cette année. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y en a beaucoup qui donnaient l'an dernier qui n'ont pas encore fait leur don. Évidemment, je sais que je vais en perdre. La situation économique étant ce qu'elle est, mais je sais également, parce que c'est la 6e année, que les gens sont pas pressés, puis c'est bien correct, et vont et à partir du 9-10e épisode, les dons rentrent, et ça finit qu'à peu près tout le monde, parce que c'est ça la beauté aussi de cette communauté-là, c'est qu'elle est très fidèle, tout le monde finit par renouveler son soutien. Alors, voilà. On va terminer en musique. Je savais pas trop quoi mettre comme musique. Puis là, avec Maxime Laprise, qu'on parlait de la mémoire et de comment on commémore et qui décide. Et on a parlé de Christophe Colomb. Puis on a fait... j'ai fait la petite blague sur Gérard Depardieu dans le film 1492. Et je me suis dit, c'est vrai. Puis on parlait de la musique. Puis Maxime disait, la musique est bonne. C'est ça. On va finir avec ça, avec Vangelis. C'est lui qui signait la trame sonore de ce film.
paru... Oh boy, hey, j'étais au cégep. Je pense que c'est début 90. Il faudrait que j'aille voir ça. C'est une maudite bonne question. Donc, une chanson qui a été quand même assez marquante, qui a été beaucoup utilisée en humour. C'est Ridley Scott qui avait réalisé donc ce film en 1992, voilà, avec Gérard Depardieu, Armand Assante et Sigourney Weaver. Mon Dieu, je me rappelais plus que Sigourney Weaver jouait là-dedans. Et c'est donc Vangelis qui a signé la musique. Ce film était sorti en fait pour célébrer les 500 ans. 500 ans, j'ai un flou, de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste de mémoire de ce film-là. Vangelis qui est décédé en 2022. Bon épisode tout le monde. La semaine prochaine, attention, préparez-vous, c'est l'épisode que j'ai enregistré à Rouyn-Noranda en parallèle du Festival de cinéma. On va vraiment plonger, je dirais pas dans les cheminées de la fonderie Horn, mais oui, dans le fond, on va vraiment plonger dans toute cette saga pour la comprendre et s'indigner. Allez, bonne semaine tout le monde.